Je viens d'épingler un tweet, donc qui est tout simplement le tweet d'annonce du space. Donc si vous avez des questions, hésitez pas à les poser, heu, à l'écrit, dans un premier temps. Et puis si jamais vraiment vous avez des questions, on pourra vous faire, monter. Je vois qu'il y a Cryptomancien déjà qui a demandé la parole. On va juste faire une introduction, sur, qui est Loïc pour vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas et sur le sujet de ce soir et ensuite, Cryptomancien, je te ferai monter avec plaisir. Donc voilà. Première chose, je vais vous partager, quelques liens dans, dans un dans un post. Il y a récemment l'épisode avec Agilex, sur, l'adoption de Bitcoin au Salvador qui est sorti sur notre nouvelle chaîne YouTube qu'on fait dédiée à nos podcasts qui s'appelle Crypto Talks. Hem, donc pour ceux qui utilisent, YouTube, sinon c'est aussi disponible en streaming. Donc il y a aussi vous avez aussi un deuxième lien avec tous les liens de plateformes de streaming, dont Spotify, Deezer, les plus connus et cetera. Et aussi un troisième lien, de Discord. Sur Discord, donc je vous invite à rejoindre le Discord de Cryptost. Dessus, de vous rendre dans n'importe quel channel et d'écrire le mot UTXO. Justement, on va en parler aujourd'hui. Donc UTXO en petite, couleur, en petite lettre, dans n'importe quel, chan. Ça va directement, effacer votre message, puis vous donner accès à un autre chan, qui est dédié à l'émission où on échange un peu, soit sur le sujet, de l'émission en question, soit sur d'autres sujets. On a partagé pas mal de choses comme certaines transactions qui étaient assez atypiques, ces dernières semaines, qui sont arrivées. On a rapidement échangé dessus. Donc voilà, venez, on n'est pas beaucoup, c'est une niche dans la niche, de Discord, donc n'hésitez pas à venir. Voilà pour la petite intro et bienvenue à toi, Loïc. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour ce 4e épisode déjà de Pair à Pair. Salut, merci à toi pour l'invitation. Bah, ouais, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, parce que ça fait un moment maintenant qu'on échange, par message. On s'est pas encore rencontrés en vrai, mais on a pas mal échangé sur divers sujets. Moi, personnellement, je t'ai connu, avec ta participation au Space Cake, qui sont aussi des spaces, du coup, que vous faisiez, avec l'équipe de Découvre Bitcoin et j'aurais aimé que Lounès soit là ce soir pour lui demander quand était le prochain. Ça fait plusieurs mois, qu'on attend maintenant, mais il est pas là pour nous partager ça. Donc, c'est les space cakes tout simplement, c'est des spaces, très techniques sur Bitcoin, donc ça aborde les sujets vraiment les plus techniques de Bitcoin, de cryptographie et tous les aspects de Bitcoin tout simplement et même de ces layer 2 du coup parce que, il y a aussi les sujets de RGB, de Lightning Network qui ont été abordés. Donc voilà. Autre chose, tu as aussi fait la formation Crypto 301 qui est disponible maintenant sur le site de Plan B Network, donc planb.network. C'est une formation de, 20 heures, il me semble, hem, voilà, qui explique, la cryptographie de Bitcoin, la fonction de hachage, SHA-256 par exemple, comment les portefeuilles fonctionnent, la passphrase, les adresses et cetera. Formation que j'ai pas encore regardée mais qui est sur ma liste, sur ma to-do list et donc voilà, je vous la conseille parce que je connais les qualités, de Loïc. Donc voilà, foncez et voilà. Est-ce que, j'ai bien présenté, pour cette partie-là? Ouais, ouais, c'est parfait. Juste pour préciser, c'est une formation gratuite, Crypto 301, donc vous pouvez aller la découvrir. C'est pas payant, vous pouvez aller la voir directement sur Plan B Network et ça peut être sympa pour comprendre un peu comment fonctionnent les portefeuilles. Et sinon, mis à part ça, ouais, je suis rédacteur sur Bitcoin et j'écris un peu des contenus techniques sur le fonctionnement de Bitcoin et notamment sur la privacy dont on va un peu parler ce soir. Donc voilà. Ouais et du coup, tu écris aussi pour, tu as ton site à toi, pendule.fr et tu écris aussi pour, Bitstack, du coup et Ouais, c'est ça, on donc sort un article une fois toutes les 2 semaines, un article technique euh, pour comprendre Bitcoin, comprendre comment ça fonctionne, comment l'utiliser en self-custody. Euh, donc il y a un article qui sort à peu près toutes les 2 semaines. Là, on est déjà à presque 70 articles sur leur site. Donc, vous pouvez aller le voir, il y a des articles sympas sur Bitcoin.
Ouais, ils sont très cool, moi-même j'en ai de côté et lu plusieurs je vous invite à même à suivre Loïc, dès que ça sort, il les relaie et c'est toujours, de la bonne lecture. Je vous ai aussi épinglé un autre tweet avec, tous les liens dont je viens de mentionner, Beatstack, le site de Loïc et d'ailleurs ce que j'aime particulièrement avec ton site, c'est que, certains de tes articles sont, transformés en podcast audio en fait, enfin en «livre audio» entre guillemets j'avais écouté comme ça le podcast sur le BIP, 47 qui était très cool j'ai beaucoup aimé le la version audio qui pour moi, c'était une manière un peu plus de comprendre un peu mieux ce que c'était, de vive voix. Donc c'est beaucoup plus convivial. Donc voilà, je vous ai envoyé pas mal de liens. Vas-y, je vois que tu voulais dire quelque chose. Ouais, non, ouais, certains de mes articles sont disponibles en podcast. Tous ceux sur Bitstack qui sont disponibles en lecture audio, en podcast, vous pouvez les écouter. Certains sur mon site également. Et ben voilà, ben je te remercie pour la présentation. Non, bah, pas de souci, c'est normal de te présenter, et tout ce que tu fais. Donc voilà, c'était le petit point lien et pub, d'introduction pour montrer aussi, c'est aussi une manière de montrer, entre guillemets «la légitimité» que tu peux avoir de discuter de certains sujets, de montrer que, bah, tu es pris au sérieux par, une entreprise comme Bitstack et que tu participes à plein de choses. Donc voilà pour ça. Hem, donc aujourd'hui, on va discuter de, UTXO. On va décrire ce que c'est, comment dire? De tout ce qui est, gestion de Bitcoin on-chain, donc la gestion de vos portefeuilles sur la blockchain, et aussi donc privacy, de confidentialité, qui est un sujet très important, surtout depuis ces derniers jours, même ces dernières semaines. Enfin qu'il l'a toujours été, mais qu'il l'est encore plus et qui est au cœur de l'actualité depuis plusieurs jours. Pour le coup, on avait prévu de faire ce space, sur ce sujet même, bien avant, l'arrestation des développeurs de Samurai Wallet et heu et donc ça tombe, entre guillemets «parfaitement», ce puisqu'on va en discuter du coup, rapidement un peu plus tard dans la soirée. D'abord peut-être, introduire certaines notions. Est-ce que moi je pensais à commencer par, parler des UTXO, parce que c'est un peu la base du fonctionnement de Bitcoin. Est-ce que tu voulais le prendre d'une manière différente, Loïc? Ouais, non, c'est très bien, c'est un bon début déjà. Et puis après, on pourra dériver un petit peu plus sur la confidentialité si tu veux. Et c'est vrai Ouais. que c'est difficile de parler de confidentialité si on comprend pas à la base, si on ne sait pas ce qu'est un UTXO et si on comprend pas un peu les structures de transactions sur Bitcoin. Donc c'est une bonne intro. Ouais, parce que surtout quand on entend parler de Bitcoin pour la première fois, on se dit: «Bah, c'est un réseau décentralisé, pair à pair» et cetera. Donc c'est plein de qualités qui sont en effet, heu, que Bitcoin possède. Mais, il y a plein d'autres caractéristiques comme, par exemple, le fait que Bitcoin repose sur une blockchain publique et que tout le monde ait accès à son registre, fait que, enfin ça change plein de choses dans son utilisation qui n'est pas aussi simple, qu'on peut utiliser, le système bancaire, par exemple. Donc première question, qu'est-ce qu'un UTXO? Comment est-ce que ça fonctionne? Dis-nous tout. Ben, si on simplifie à l'extrême, on peut dire qu'un UTXO, c'est un morceau de Bitcoin. Voilà. C'est déjà pas mal pour comprendre ce qu'est un UTXO. UTXO en anglais, ça veut dire Unspent Transaction Output. Donc en français, on pourrait le traduire sortie de transaction non dépensée. Et comme son nom l'indique, c'est une sortie de transaction, c'est-à-dire un output qui n'a pas encore été dépensé. Par extension, c'est un morceau de Bitcoin qui appartient à quelqu'un et qui est disponible à la dépense, qui est bloqué par ce qu'on appelle un script qui permet de mettre des conditions sur la dépense de cet UTXO. Et voilà, c'est ça grosso modo un UTXO. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Bah, pour donner une autre comparaison, un UTXO, c'est un peu comme un billet, de banque tout simplement. Ou si vous avez un UTXO de 1 bitcoin par exemple, c'est comme si vous aviez un billet de 10 € ou par exemple de 1 bitcoin en fait. Et donc si vous allez, je sais pas, chez le marchand pour, acheter quelque chose qui vaut 1 bitcoin et que, vous dépensez ce bitcoin, donc que vous le donnez, au marchand et ben, tout simplement, enfin le marchand va prendre ce billet pour lui dans son portefeuille et du coup, une autre manière pour aller un peu plus loin peut-être et tu me corriges si c'est pas une bonne,
une bonne image. Mais si par exemple, vous avez un bitcoin et que vous achetez quelque chose qui vaut 0,5 bitcoin, et ben, en fait, votre UTXO de 1 bitcoin va être détruit et de l'autre côté, 2 UTXO vont être créés, un de 0,5 bitcoin qui va être donné, heu, au comment dire? Au marchand et un autre de 0,5 bitcoin, donc le reste, qui va vous être, remis à vous-même. Heu, En gros, c'est ça, c'est en gros un billet qui se détruit en 2, qui sont donnés à 2 personnes différentes. Est-ce que c'est une bonne, présentation? Ouais, c'est ça exactement la structure des transactions. Une transaction sur Bitcoin, c'est essentiellement ça, hein. Le rôle d'une transaction, c'est de consommer un ou plusieurs UTXO, donc un ou plusieurs morceaux de Bitcoin en entrée, et d'en créer en contrepartie, euh, en sortie, un ou plusieurs, pareil, en sortie au choix. Donc c'est ça, une transaction Bitcoin, c'est constitué d'entrées et de sorties. En anglais, on dit inputs et outputs. Euh, et donc un UTXO, j'ai dit que c'était une sortie qui n'était pas encore dépensée. Donc voilà. Et après, on prend les UTXO, on les met en input, et en input, on les consomme pour satisfaire de nouveaux UTXO en sortie, de nouveaux outputs. Donc ça, c'est le modèle de transaction de Bitcoin. Euh, pour aller un peu plus loin, on peut dire que les UTXO, ils sont bloqués par des scripts, ça je vous l'ai déjà dit. Donc en fait, le rôle d'une transaction Bitcoin, c'est aussi d'apposer des scripts sur les sorties de la transaction. Et sur les entrées, on va devoir satisfaire ces scripts, c'est-à-dire remplir les conditions de dépense pour dépenser ce morceau de Bitcoin, cet UTXO. Donc, bon, typiquement, le script, euh, c'est une adresse de réception qui est associée à l'UTXO et le script demande vous devez donner une clé publique qui correspond à l'adresse qui est dans le script de cet UTXO et une signature à l'aide de la clé privée qui correspond à cette clé publique. Voilà. C'est typiquement comme ça que sont bloqués les UTXO sur Bitcoin. Euh, c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est les clés privées qui permettent d'accéder au Bitcoin directement. Voilà. Et donc le rôle d'une transaction Bitcoin, c'est de consommer des UTXO en entrée et d'en créer de nouveaux en sortie. La condition, évidemment, c'est que la valeur des UTXO en sortie soit inférieure ou égale à la valeur totale des UTXO en entrée. Évidemment, on peut pas, si je mets un Bitcoin en entrée d'une transaction, je ne peux pas en dépenser deux à la sortie de la transaction. Sinon, c'est pas bon, on pourrait créer des Bitcoins à l'infini. Donc il faut que les sorties soient euh, au minimum égales au total des entrées, mais en réalité elles sont plutôt inférieures, puisque justement la différence entre les sorties, la différence entre le total des entrées et le total des sorties, c'est ce qui nous donne les frais de transaction. Et du coup, ouais, je voulais pas, donner cette, comment dire? Cette spécification des frais, dès le début, mais en effet, ça c'est un truc, comment dire? Qui est peut-être un peu complexe à comprendre au début, mais en fait, vous faites un envoi et d'un certain montant de bitcoin, de satoshi en réalité et vous donc oui, en fait, j'allais juste réexpliquer ce que tu allais dire. Donc en gros, c'est juste la différence entre le change, donc ce que vous remettez à vous-même et ce que vous envoyez qui, crée les frais de transaction et donc Ouais, c'est c'est ça, parce que calculé, mmh, instinctivement, quand on a dit que les transactions, c'était un total d'input et un total d'output, bah, on peut se dire, les frais de transaction, logiquement, on pourrait se dire que les frais de transaction, c'est un output qui va vers le mineur. Mais en fait, pas du tout. Les frais de transaction, c'est juste la différence entre le total des inputs et le total des outputs. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai mis un bitcoin en entrée de ma transaction et que en sortie, j'ai 0,9 bitcoin qui vont vers la création d'un nouvel UTXO de 0,9 bitcoin, bien dans ce cas, la différence entre les deux, les 0,1, c'est en quelque sorte, on a détruit 1 en entrée et on a créé en sortie que 0,9. Donc il y a 0,1 qui est là, qui est disponible. Et ce 0,1 qui est disponible, la différence entre les deux, le mineur qui valide le bloc dans lequel se trouve notre transaction a le droit de recréer cette quantité dans sa transaction Coinbase. Bon, on va peut-être expliquer après ce qu'est une transaction Coinbase, mais voilà. Et donc les frais de transaction dans un bloc, c'est le total de tout ça, sur toutes les transactions. on a eu un commentaire, de Janaka qui nous dit: «Personne n'est censé gérer ses UTXO.
Il faut reconnaître la faiblesse de la technologie et comment y pallier. Est-ce que tu veux y répondre? Ouais, je pense qu'il faisait référence plutôt à quand on va parler de consolidation et de confidentialité, de modèle de confidentialité juste après. Euh, ouais, je pense qu'il faisait plutôt référence à ça. OK. Ouais, juste pour dire, je sais pas sûr que, personne enfin, le terme «censé» en fait, est très subjectif. Donc Et je pense que c'est ouais, plutôt une réflexion par rapport à Monero. Je pense que sa réflexion, je ne veux pas parler à sa place, mais je pense que sa réflexion est par rapport à ça. Sa d'accord. réflexion est sûrement de dire que sur Bitcoin, on doit gérer nos outils EXO pour faire attention à notre confidentialité, et que sur Monero, c'est pas forcément efficace. Donc c'est pour ça qu'il dit que personne n'est censé gérer. Je pense que ça vient de là son commentaire. Après, s'il veut monter pour m'expliquer, y a aucun souci. OK et hem, du coup, je vais juste approuver Cryptomancer peut-être avant qu'on vu qu'on a introduit toutes les notions, parce qu'il me semblait qu'il avait une question. Ben, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, c'est pas vraiment une Salut. question, c'est surtout une petite annonce qui est en rapport justement avec la vie privée, une annonce un peu triste. Agoradesk ferme ses portes, donc Agoradesk, c'était un service qui permettait d'acheter du Bitcoin entre particuliers sans KYC. Et de même, et Local Monero aussi. Agoradesk et Local Monero, c'était plus ou moins les mêmes personnes derrière. Donc, ils ont décidé de fermer. Donc, ceux qui ont des sous là-dessus, vous avez 6 mois pour tout rapatrier sur vos wallets. Eh bien, merci pour l'avertissement. En effet, si vous êtes, utilisateur, eh bien, renseignez-vous, sur ce qui est en train de se passer et voilà, faites attention à vos fonds et on va revenir dessus, juste après, dans les détails et Est-ce qu'il y a peut-être des débutants qui ont des questions sur les outils EXO avant qu'on aille un petit peu plus loin? Je ne sais pas si j'ai été très clair ou sur les structures de transaction. Après, on va passer sur le modèle de confidentialité. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les outils EXO. Après, oui, ce que j'ai pas dit sur les outils EXO, c'est que, bon, c'est peut-être logique, hein, mais il faut le dire, un outil EXO, il peut avoir n'importe quelle valeur. Euh, En théorie, il peut avoir n'importe quelle valeur. Évidemment, il ne peut pas avoir plus de valeur que les 21 millions. La limite basse, on peut dire que c'est le dust. Le dust, c'est la limite en dessous de laquelle un outil EXO n'est pas viable économiquement, où ça coûte plus cher en frais de dépenser l'outil EXO que sa propre valeur. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le plus gros outil EXO qui ait jamais créé, est-ce que tu sais quel est le plus gros outil EXO jamais créé? Est-ce que tu saurais estimer sa valeur? je sais pas du tout, mais j'imagine que ça devrait être plusieurs dizaines de milliers de BTC. Ouais, c'est un peu plus. C'est 500 000 bitcoins, le plus gros outil Ah EXO oui, jamais créé. Créé en 2011 par MTGOX, qui a fait une consolidation, une grosse consolidation, et en output, ils ont créé un UTXO de 500 000 bitcoins. J'ai fait le petit calcul à l'époque, ça faisait à peu près 7 à 8% de la supply totale, qui était sur un seul UTXO. Voilà, c'était et assez énorme. pourquoi ils ont fait ça? Enfin, est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'était juste pour flex? Alors, je sais pas si c'était en lien avec les inquiétudes qu'il y avait à l'époque sur MTGOX ou pas. Peut-être que c'était pour ça, mais j'ai pas plus d'infos. Ouais, c'est possible que ce soit pour ça, ouais, qu'ils aient fait une grosse consolidation pour montrer, et les gars, on a 500 000 bitcoins dans les caisses, il n'y a pas de souci. OK. C'est possible, je sais pas. OK et du coup, bah, très, très bonne anecdote, je savais pas, je sais qu'il y a certains wallets, qui possèdent plusieurs dizaines de milliers de BTC, mais UTXO, j'avais pas été jusque-là mais MTGOX maintenant, ils sont en train de redistribuer leurs BTC donc il me semble que c'était combien qui était bloqué? C'était 140 000 BTC? Donc Je, je sais pas. Je sais pas. Bon, de toute façon, cet outil EXO de 500 000, il a été consommé il y a un moment. ouais, ouais, OK. OK et donc avant d'aller plus loin, je pensais à il y a 2 termes que j'aimerais peut-être, introduire. Le premier c'est l'UTXO7, maintenant qu'on sait ce que c'est un UTXO. Est-ce que tu veux nous expliquer? Ouais, bah, l'outil EXO 7, en fait, c'est juste la liste de tous les outils EXO qui existent à l'heure actuelle et qui n'ont pas encore été consommés. Donc, voilà, c'est juste une liste que conserve le nœud
chaque nœud Bitcoin, chaque nœud complet. Et bon, c'est une liste qui est en partie conservée sur la mémoire RAM du nœud. Donc ça peut poser souci. Si ça augmente trop, parce qu'après, il y a des besoins RAM qui sont trop importants potentiellement. C'est des inquiétudes pour les prochaines années, ça en fait partie. Donc voilà, c'est juste ça l'UTXO7. En fait, ça sert au nœud à vérifier rapidement que quand une transaction arrive, la transaction, en fait, on l'a dit, elle consomme des UTXO en input et elle en crée de nouveau en output. Et le nœud, en fait, quand il voit une transaction arriver, il va regarder dans sa liste d'UTXO qui n'ont pas encore été dépensés et il vérifie si les UTXO qui sont réclamés par la transaction consommée en input font bien partie de sa liste, voilà, pour éviter la double dépense. Ok. Et en effet, du coup, je connaissais pas cette problématique de la RAM des nœuds. Et en Ouais, effet, c'est notamment pour ça que Drija, qui est un des deux inventeurs de Lightning avec Joseph Poon, Drija, il a proposé Utrixo il y a quelques années. C'est une idée d'utiliser des arbres de Merkel justement pour réduire la taille de l'UTXO7 et donc permettre aux nœuds permettre aux personnes qui ont moins d'argent de faire tourner un nœud parce qu'on sait que bon, la RAM ça coûte rapidement cher. Si on veut faire tourner sur des Raspberry Pi, c'est 4 gigaoctets de RAM, 8 gigaoctets de RAM. Donc on est vite limité pour ça. Et l'UTXO7, il a une croissance qui est beaucoup plus rapide que la loi de Moore, donc c'est une inquiétude. Voilà, c'est qu'à terme, des nœuds coûtent trop cher, non pas à cause du besoin en disque dur ou du besoin en processeur, mais du besoin en mémoire RAM. Voilà, c'est une inquiétude et il y a des propositions comme Utrixo qui existent pour réduire ça. Et là, les derniers protocoles là, qui sont sortis sur Bitcoin, notamment l'année dernière, ça doit dire un an, mais Stamps, c'était la cata pour l'UTXO7 parce que ça crée plein de micro-UTXO qui servent un peu à rien et qui ne sont pas forcément dépensés par la suite. Mais voilà, ouais, c'est une des problématiques qui existent à long terme sur Bitcoin. et d'ailleurs, il y a un épisode du Space Cake sur le sujet. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Ou ouais, c'est ça, je me trompe pas. Parce que j'avais vu aussi même un de tes Mm. articles dessus. Ouais, j'avais écrit un article justement quand Stamps, c'était le protocole Stamps, là, qui est une version Ordinals, mais encore pire qu'Ordinals, vraiment pas élégant. Ça utilise des vieux bars multisig, des scripts P2MS qu'on appelle Pay to Multisig, qui sont plus du tout utilisés aujourd'hui pour faire des vrais multisig. On utilise d'autres scripts plus modernes, mais ces P2MS, là, ils existent encore. C'est un truc qui avait été ajouté par Gavin Andreessen au début des années 2010 et c'est vraiment pas élégant et c'est pas top pour le protocole. Et voilà, du coup, j'avais écrit là-dessus et j'avais expliqué un petit peu Utrixo et vous pouvez le retrouver sur mon site web si ça vous intéresse. Ouais. Du coup, pour ceux qui viennent de rejoindre, dans les tweets épinglés, il y a pas mal de liens. Donc voilà, et notamment le pendule.fr. Et deuxième terme, c'est la transaction de Coinbase. Paris, si tu peux nous expliquer, comme ça on aura fait le tour un peu des termes génériques concernant les transactions. Ouais, bien sûr, parce qu'on a parlé des UTXO tout à l'heure, mais on n'a pas dit comment sont créés les UTXO justement à la base. Et parce qu'on a dit pour créer un UTXO en sortie de transaction Bitcoin, il faut consommer au moins autant en entrée. Euh, mais c'est le problème de la poule et de l'œuf. Il faut bien qu'il y ait un moment, il y a un UTXO original qui arrive, et cet UTXO original, justement, cet UTXO qu'on pourrait dire source, il est créé par le mineur qui va, à chaque fois qu'il mine un bloc. Quand un mineur trouve un bloc valide, la première transaction du bloc, c'est la transaction qu'on appelle Coinbase. Donc, ce n'est pas l'exchange Coinbase, c'est le nom d'une transaction. Le nom de l'exchange vient du nom de cette transaction, justement. La transaction Coinbase. Et cette transaction Coinbase, c'est la seule qui... bon, on peut dire qu'elle n'a pas vraiment d'input. En tout cas, en termes d'UTXO, elle n'a pas d'input. Elle a juste en output. Elle va avoir le total des frais dont nous avons parlé tout à l'heure, donc tous les frais qui ont été récoltés dans le bloc pour les transactions, et également la subvention de bloc. Donc ça, c'est la création de nouveaux bitcoins ex nihilo. C'est de là que vient la création monétaire sur Bitcoin. C'est au lancement de Bitcoin, c'était 50 bitcoins par bloc.
Ça veut dire que le mineur pouvait créer jusqu'à 50 bitcoins par bloc. Et ensuite, c'est divisé par 2 environ tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, lors du halving qu'on a eu récemment, justement. Et donc, c'est comme ça que sont créés les premiers UTXO. D'ailleurs, les premiers UTXO, ils sont bloqués pendant une période de 100 blocs. Je ne sais pas si vous le savez. Le mineur ne peut pas les dépenser pendant 100 blocs. Il faut attendre 100 confirmations sur une transaction Coinbase pour l'utiliser, pour dépenser ses bitcoins. C'est ce qu'on appelle la période de maturité. Et ça permet d'éviter d'avoir des soucis en cas de grosses réorganisations ou de choses comme ça. Ok, intéressant, je ne savais pas. Et, et d'ailleurs, pour clôturer un peu sur ces termes, enfin sur les anecdotes transactions, récemment on a aussi passé la milliardième transaction sur BTC. Donc c'est un jalon, une étape assez importante de voir que Bitcoin, à travers les âges, a quand même réussi à passer, à confirmer autant de transactions. Donc GG à lui. Et, et voilà pour le sujet. Donc du coup, pourquoi est-ce que, donc pour revenir un peu au sujet de la question euh, qui était posée dans les commentaires, pourquoi est-ce que c'est important de les consolider euh, et pourquoi est-ce que ça peut poser des problèmes si justement c'est mal fait? Alors, là, on passe sur la gestion des UTXO. C'est pas forcément très important de consolider, c'est plus une stratégie personnelle, parce que la consolidation, c'est pas forcément une bonne pratique en termes de confidentialité. Euh, mais peut-être tu veux d'abord qu'on parle de confidentialité et après on parle de consolidation. Comme tu veux, je sais pas trop comment est-ce que tu veux l'amener, quand Ouais, c'est le plutôt mieux, comme ça. Ben, comme ça, comme on tu voit veux. bien, on comprend bien le risque en termes de confidentialité par rapport aux transactions de consolidation, si tu veux. Ouais. Euh, Alors, pour comprendre la confidentialité sur Bitcoin, il faut comprendre son modèle de confidentialité. Euh, et alors, sur Bitcoin, il y a un souci, enfin, il y a un souci quand on veut faire un système monétaire, c'est qu'on souhaite éviter la double dépense des monnaies. Pour l'euro, les billets, les monnaies physiques, c'est pas un souci la double dépense, parce que par définition, si je vous donne un billet de 10 euros, je n'ai plus en ma possession le billet de 10 euros. Et quand on fait une monnaie électronique, c'est un peu plus compliqué. Alors sur le système bancaire, la double dépense, elle est évitée par le tiers de confiance, en fait, qui gère ça directement. Mais sur Bitcoin, en plus, on ne veut pas avoir affaire à des tiers de confiance. Donc c'est plus compliqué de gérer la double dépense. On ne veut pas que, par exemple, si j'envoie un Bitcoin à Marius, il ne faut pas que je puisse encore utiliser ce Bitcoin. Sinon, c'est pas juste et il y a de la monnaie à l'infini, on n'est pas bon. Et donc, Satoshi Nakamoto, il a expliqué dans son white paper que selon lui, c'est la fameuse phrase qu'on voit souvent, il a dit, je traduis en français évidemment, le seul moyen pour confirmer l'absence d'une transaction est d'être au courant de toutes les transactions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour que Bitcoin fonctionne selon Satoshi Nakamoto, il faut publier toutes les transactions et il faut que tous les nœuds, toutes les personnes qui gèrent le protocole, aient une vision sur toutes les transactions qui ont eu lieu, l'intégralité des transactions. Et comme ça nous permet d'éviter la double dépense. Pourquoi? Parce que quand le nœud il voit arriver une transaction, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'UTXO7, tout simplement, il vérifie que les UTXO qui sont en entrée de la transaction, c'est bien dans sa liste des UTXO qui n'avaient pas été dépensés précédemment dans une autre transaction. Voilà, c'est ça qui permet d'éviter la double dépense. Et du coup, ce système, ça nous pose un autre problème sur la confidentialité. Parce que dans le système traditionnel, le système des banques, il y a un modèle de confidentialité qui est assez simple. Le banquier, il voit vos transactions. Si vous allez acheter une baguette au boulanger, il voit que vous avez acheté une baguette au boulanger. En tout cas, il voit la transaction vers le boulanger. Mais par contre, le flux d'informations est coupé entre le tiers de confiance, le banquier, et le public. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir, vous ne voyez pas le compte bancaire de votre voisin. Si vous allez acheter votre baguette au boulanger, votre voisin ne peut pas voir cette transaction, évidemment. Donc, a priori, le flux d'informations est coupé entre le tiers de confiance et l'extérieur.
Mais nous, sur Bitcoin, on a dit juste avant qu'il fallait publier toutes les transactions et les envoyer à tout le monde. Donc, par définition, le flux d'informations, il ne peut pas être coupé entre les transactions et le public, comme il l'était sur le modèle bancaire. Et donc, on est obligé de le couper à un autre endroit. Et ça, c'est le modèle de confidentialité qui a été imaginé par Satoshi Nakamoto. C'est ce qu'il décrit dans son white paper dans la partie privacy, c'est la partie 10, si je ne dis pas de bêtises dans le white paper. Et il dit justement que le modèle de confidentialité de Bitcoin, c'est de couper le flux d'informations entre l'identité des utilisateurs et les transactions. Et ensuite, les transactions sont liées au public, mais si le public a la vue sur les transactions, mais n'est pas capable de lier les transactions à des identités, dans ce cas, il y a un modèle de confidentialité. Et c'est l'idée originale de Satoshi. Donc, comment ça marche? Tout simplement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les UTXO, ils sont protégés par un script, et ce qui permet de dépenser un UTXO, c'est une paire de clés cryptographiques. Voilà. Donc, a priori, sans autre information extérieure, il y a bien une coupure entre l'identité de l'utilisateur, qui est représentée uniquement par une paire de clés cryptographiques, et les transactions qui, elles, sont publiques. Alors ça, c'est en théorie, mais en pratique, il y a des choses qui viennent casser notre confidentialité sur Bitcoin. Déjà, il y a tout ce qui permet de faire un lien entre l'identité de l'utilisateur, l'identité réelle, le nom, prénom, l'adresse, et des transactions sur la blockchain. Il y a tout ce qui est KYC, évidemment, et il y a aussi des heuristiques qui sont utilisées en analyse de chaîne qui permettent de repérer certaines informations. Voilà. Je me suis peut-être un peu perdu. Je ne sais pas si c'était clair. Ouais, c'était très clair. Juste pour peut-être expliquer ce que c'est heuristique. En gros, c'est par probabilité deviner à qui appartient quoi. Si j'explique bien. Est-ce que... Oh. Enfin, corrige-moi si je me trompe. Oui, une heuristique dans le domaine scientifique, c'est de trouver une manière de faire qui est pas parfaite, mais qui est suffisamment bonne. Voilà. On sait que c'est pas top, mais c'est suffisamment bon. Et donc les heuristiques d'analyse de chaîne, c'est bon, on pourra en parler après un peu si vous voulez. C'est passionnant ça, l'analyse de chaîne. Mais je vais vous donner un exemple. C'est plus simple. Dans le white paper également de Satoshi Nakamoto, Satoshi Nakamoto, il avait repéré déjà, il était très clairvoyant, il le dit dans son white paper qu'il y a deux heuristiques qui sont problématiques. Il avait déjà parlé de la réutilisation d'adresses et de ce qu'on appelle la CIOH. Alors la réutilisation d'adresses, c'est assez simple à comprendre, hein, c'est quand on utilise une même adresse de réception deux fois sur Bitcoin. C'est embêtant parce que forcément on fait un lien entre les deux transactions qui ont utilisé la même adresse de réception. Alors que si on avait utilisé une nouvelle adresse différente, a priori il n'y a pas de lien entre les deux transactions. Donc il y a une confidentialité qui est plus préservée. Ça c'est la base de la base en termes de confidentialité sur Bitcoin. C'est de toujours utiliser une adresse vierge lorsque l'on reçoit un nouveau paiement. De jamais réutiliser deux fois une même adresse parce que c'est terrible pour la vie privée. Après, en analyse de chaîne, on peut tracer des trucs. C'est le pire. C'est le pire, la réutilisation d'adresse. Et la deuxième heuristique également qui avait été déjà découverte par Satoshi Nakamoto avant même que Bitcoin ne soit lancé, c'est la CIOH. Donc en anglais, ça veut dire Common Input Ownership Heuristic. En français, on peut dire heuristique de propriété commune des entrées. Et l'idée, c'est de dire, souvenez-vous, tout à l'heure, on a dit une transaction Bitcoin, ce sont des entrées et des UTXO qui sont consommés en entrée et des UTXO qui sont créés en sortie en contrepartie. Eh bien, en fait, la CIOH, elle dit que si on a plusieurs UTXO qui sont en entrée d'une même transaction, on peut vraisemblablement penser qu'ils appartiennent tous à la même personne. Voilà. Et donc ça, c'est également une heuristique qui est utilisée en analyse de chaîne pour déduire des informations. Et donc voilà, c'est une heuristique, c'est ce que je disais, c'est on va l'utiliser, on va dire il y a plusieurs UTXO en entrée de cette transaction, vraisemblablement ça doit appartenir à la même personne. On n'en est pas vraiment sûr, parce que ça peut être plusieurs personnes qui font une transaction dite collaborative. Mais bon, c'est suffisamment bon, on peut le prendre comme ça. Et ça marche comme ça l'analyse de chaîne. En fait, c'est jamais
une science exacte, c'est jamais parfait, mais on utilise des heuristiques, c'est-à-dire des résultats qui sont suffisamment bons pour ce qu'on a à faire. Merci beaucoup pour, cette explication de Rissik. C'est vrai que je l'avais entendu, des explications de la part de je pense que c'était Pantamis qu'on avait pas mal parlé dans les Space Cake et cetera. C'est toujours bon d'avoir, plus de précision de d'autres voix et Il doit mieux en parler que moi, je pense, parce que lui, il est docteur, donc. je pourrais pas en juger parce que je suis pas assez calé, mais enfin, avoir de 2 avis, enfin de 2 points de vue différents, c'est toujours plus enrichissant et du coup, j'ai une autre question qui me taraude, un petit peu par rapport à ce dont on parlait juste avant, sur le fait que Bitcoin, c'est partir du principe qu'on doit connaître toutes les transactions qui ont été faites par le passé, pour pouvoir s'assurer, qu'il n'y a pas de double dépense, par exemple. Et donc ce que je me demande et je me le demande vraiment en premier degré, donc peut-être que il y a un morceau du puzzle que j'ai pas encore, c'est pourquoi est-ce que ce qu'on stocke, c'est des transactions passées, c'est-à-dire même celles qui sont arrivées il y a 10 ans et pas juste l'UTXO7, par exemple? Est-ce que tu as une réponse à ça ou est-ce que c'est juste vraiment un choix plus élégant, de stocker un peu tout? Alors, il y a deux choses. Déjà, j'ai parlé de la double dépense, mais pour qu'un système monétaire fonctionne bien, quand un utilisateur, quand il reçoit une pièce, dans n'importe quel système monétaire, il va s'assurer de deux choses. Déjà, qu'elle ne soit pas double dépensée. Donc, dans le système physique, c'est pas embêtant, c'est ce que je vous disais, parce que vous recevez un billet de 10 euros, eh bien, physiquement, vous avez le billet de 10 euros, il peut plus être dans la main de celui qui vous l'a donné. Il y a autre chose aussi qu'on vérifie, c'est que la pièce qu'on reçoit ou le billet qu'on reçoit, il est intègre et qu'il est authentique. Donc ça, en l'occurrence, c'est plus compliqué pour les systèmes monétaires physiques que pour les systèmes monétaires numériques. Puisque les commerçants aujourd'hui sont obligés d'investir dans des machines pour vérifier les billets, pour vérifier que c'est bien authentique. Déjà, durant l'Antiquité, durant la Rome antique, il y avait une pratique qui consistait à rogner les pièces. Donc justement, c'est ça, la pièce perdait son intégrité parce qu'on enlevait un petit peu d'or dessus qu'on allait revendre tout en gardant la valeur faciale de la pièce. Et bien, ça, sur Bitcoin, ça se vérifie aussi l'authenticité et l'intégrité en remontant l'UTXO7, en remontant pardon, les chaînes de transactions en étant capable de vérifier que la transaction de base est bien légitime, donc ce sont bien des bitcoins légitimes. Puis ensuite, tout simplement, pour maintenir l'UTXO7, il faut avoir accès aux transactions. Parce que l'UTXO7, il s'actualise constamment. Le nœud, quand il reçoit une nouvelle transaction qui a été confirmée, euh, un bloc qui a été confirmé, il va enlever tous les UTXO qui ont été consommés en entrée de toutes les transactions, il va les enlever de son UTXO7, voilà, ces UTXO ils ont été consommés, et il va ajouter tous les nouveaux UTXO qui ont été détruits en sortie. Euh, voilà. J'ai peut-être un peu dérivé. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, du coup, oui, je comprends, enfin, je comprenais déjà, mais je me dis, en fait, est-ce que c'est pas, comment dire? Je sais pas comment comment formuler Après, ça. il y a les nœuds prunés, hein. Il y a les nœuds Ouais, prunés, ça existe. mais en fait, ce que je me dis, c'est est-ce que c'est pas enfin, est-ce qu'il y a vraiment un problème de sécurité parce qu'en soi, quand une transaction est passée, les nœuds vérifient que la transaction est valide. Donc je me dis: «Est-ce qu'on pourrait pas, supprimer les transactions dont les UTXO ont été dépensés, heu, enfin dont l'output a été dépensé, une 2e fois?» Ou peut-être que j'ai pas les termes. Par exemple, je t'envoie des BTC sur ton adresse et toi tu me renvoies, la même somme. La première transaction que j'ai fait à toi, en soi, elle n'est pas utile pour, savoir que la transaction enfin, elle n'est pas utile à Mais oui, conserver mais pour il faut savoir que la pouvoir vérifier transaction que c'est est des vrais bitcoins. Donc il faut que je sois capable, moi, en tant qu'utilisateur, de remonter par ta transaction, de voir toi d'où tu l'avais reçu et de remonter jusqu'à la transaction Coinbase ouais, du du coup, user. c'est juste un moyen pour l'utilisateur final d'être sûr qu'il y a bien une origine, Euh, mais Franchement, là, tu poses une question très large. Je pense que je dois oublier aussi d'autres trucs à côté, mais c'est le OK. premier truc qui me vient en tête quand tu me dis ça. Ouais. OK, OK. Parce que je me dis, en fait, si on se mettait sûr à 100 que chaque transaction est valide, on n'aurait peut-être pas besoin de confirmer tout. Mais après, c'est vrai que si à partir du moment où on connaît tout l'historique, de A à Z, c'est beaucoup plus sûr, quoi.
Mais OK. Donc, j'ai vu qu'il y avait enfin, il y a une personne qui avait demandé la parole et qui finalement est partie. Donc, n'hésitez pas, à demander la parole, le micro, si vous avez des questions sur le sujet. Ah, on a oublié les Donc consolidations. Si vous voulez parler de ça après. parce que ouais, là, du coup, tu étais parti sur l'explication de pourquoi est-ce que la confidentialité, enfin, comment fonctionne la confidentialité sur Bitcoin et bah, si tu veux parler des consolidations, vas-y. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à monter pour les poser au fur et à mesure. Oui, ben, la consolidation, c'est juste une pratique qui consiste à fusionner en quelque sorte plusieurs petits UTXO pour en faire plus qu'un seul gros. Euh, donc on a dit tout à l'heure, en entrée, on consomme des UTXO, en sortie, on les crée. Une transaction de consolidation, c'est une transaction qui va avoir plusieurs UTXO en entrée, souvent beaucoup, qui va les consommer et qui va créer en sortie un seul UTXO qui va revenir au même utilisateur. Euh, et donc ça permet de réduire le nombre d'UTXO qu'on a dans son portefeuille tout en ayant la même valeur. Voilà. En fusionnant en fait plusieurs pièces, plusieurs UTXO. Évidemment, le seul moyen, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le seul moyen de casser entre guillemets un UTXO, on ne peut pas le diviser, mis à part lors d'une transaction. De la même manière, on ne peut pas fusionner deux UTXO, mis à part lors d'une transaction. C'est une métaphore que j'utilisais dans un de mes articles. Une transaction Bitcoin, c'est un petit peu comme quand on fond de l'or. Si on a une pièce d'or, on ne peut pas la diviser, ou on ne peut pas la fusionner avec une autre pièce, mis à part en la fondant. Si on la fond, on peut faire les deux pièces ensemble. Et la consolidation, ça sert à quoi? Ça sert à faire des économies sur les frais de transaction futurs que l'on va dépenser. Et ça sert également, bon, c'est lié évidemment, mais ça sert évidemment également à prévenir les dust dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, les poussières, qui sont les tout petits UTXO qui deviennent, en fonction du marché de frais, économiquement non rentables à dépenser. Euh, et donc l'idée de la consolidation, c'est de profiter d'une période où les frais sont bas, pour faire une transaction où on fusionne plusieurs UTXO pour en avoir un seul plus gros en sortie. Et donc plus tard, quand on voudra faire une autre transaction, par exemple de dépenses pour acheter quelque chose, euh, et bien à ce moment-là, si cette chose elle vaut un peu cher, on pourra utiliser un seul UTXO pour acheter cette chose et non pas 10 ou 15 si on n'avait pas consolidé. Et justement, le système de frais sur Bitcoin, c'est que au plus la transaction est grosse, au plus il faut mettre des frais pour être compétitif par rapport aux autres transactions. Et donc si on utilise un seul UTXO en entrée, la transaction va nous coûter moins cher. Donc voilà, l'idée c'est de profiter des périodes de frais bas pour réduire son nombre d'UTXO, pour fusionner ces UTXO, pour avoir des UTXO plus gros, pour ensuite, lorsque les frais sont hauts ou lorsqu'on doit faire une dépense obligatoire et qu'on n'a pas forcément la main sur le marché de frais, ne pas être embêté à payer des frais, des gros frais pour avoir plein d'entrées, plein d'UTXO en entrée de notre transaction. Ça, c'est l'idée de la consolidation. Est-ce que c'est une bonne pratique en termes économiques, seulement économiques? Oui, c'est une bonne pratique parce que ça vous permet d'anticiper le futur, de ne pas avoir des UTXO qui sont trop petits. Si vous avez vraiment des tout petits UTXO et qu'il y a les frais qui sont très hauts, eh bien, peut-être ça va vous coûter plus cher en frais de dépenser cet UTXO que de ne pas le dépenser. Donc en fait, l'UTXO il devient inutilisable. Euh, mais par contre, en termes de confidentialité, ça pose un souci parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a une heuristique qui existe, la CIOH, qui dit que toutes les entrées d'une transaction appartiennent à une même personne. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous faites une consolidation? Vous mettez 5, 10, 15 UTXO en entrée d'une même transaction. Et donc, ça devient évident que tous ces UTXO vous appartiennent et donc que l'UTXO en sortie vous appartient également. Alors, quand ce sont des UTXO qui proviennent d'une même source, euh, c'est pas forcément embêtant, quoique ça peut quand même poser des soucis, mais là où ça devient vraiment embêtant, c'est si les UTXO ne proviennent pas de la même source.
Par exemple, si vous avez acheté vous avez certains UTXO dans votre portefeuille Bitcoin qui proviennent d'achats KYC sur un échange. Vous avez d'autres UTXO qui proviennent de cadeaux que votre cousin vous a fait, il vous a envoyé des bitcoins en cadeau. D'autres UTXO qui proviennent d'achats non KYC. Eh bien, lorsque vous allez consolider tout ça, eh bien, toutes les sources de vos précédentes transactions sauront que en fait, vous possédez un petit peu plus et que vous possédez tout ça. Voilà. Donc ça peut éventuellement poser des soucis. Même sans parler d'histoire de KYC, non KYC, etc. Juste le fait que votre cousin vous a envoyé quelques satoshi pour votre anniversaire et que juste après, vous faites une grosse consolidation sur tout votre portefeuille, eh bien, votre cousin, s'il est un petit peu bon en analyse de chaîne et qu'il est capable d'appliquer la CIOH, il va savoir que vous possédez N Bitcoin, alors que si vous n'aviez pas fait cette consolidation, il ne l'aurait jamais su. Donc, ça peut poser un problème de confidentialité si on gère mal ces UTXO et si on fait des consolidations pas très propres. Du coup, ouais, il faudrait garder les UTXO, enfin, consolider des UTXO qui viennent de la même source. Donc, comme tu l'as dit, si ça vient d'un achat sur Binance, par exemple, qui est lié à notre identité, bah, ça ne dérange pas de les consolider. Par contre, si vous voulez, une des problématiques, c'est que si vous utilisez la même adresse, par exemple, pour recevoir un paiement de quelqu'un qui, lui, a des UTXO, entre guillemets, propres, qui ne sont pas reliés à une identité, et ben, ça pourrait toucher sa confidentialité à lui aussi. Donc, Alors en réalité, dans tous les cas, même si ça provient d'une même source, dans tous les cas, c'est pas bon pour la confidentialité. Parce que si par hasard, on a moyen d'accéder à un de vos UTXO qui provient de Binance pour X raisons, mais pas les autres, eh bien, cette consolidation va faire qu'on va pouvoir faire un cluster. On va dire, OK, tout ça, ça appartient à la même personne, tout ça, c'était les adresses de la même personne. Donc si on réfléchit vraiment uniquement en termes de confidentialité, la consolidation, il ne faut pas. C'est aussi simple que ça. Mais si on réfléchit en termes économiques, évidemment qu'il faut consolider parce que sinon on va se retrouver rapidement avec des petits UTXO qui sont indispensables. Et lorsque les frais sont trop élevés, ben, on peut tout simplement pas les dépenser, ces UTXO. Donc voilà, c'est euh, c'est comme ça. C'est compliqué. J'ai pas la solution, mais il y a d'un côté un problème économique, de l'autre un problème de confidentialité. mais de toute façon, enfin, si on reçoit sur la même adresse, même s'il y a plusieurs UTXO, enfin, c'est quasiment Ah sûr bah que là, c'est une seule personne. ah ben là, si c'est la même adresse, oui, c'est même sûr presque à 100%. Bon, on peut évidemment pas dire 100%, puisqu'il y a toujours une chance que, je sais pas, il y ait eu un coin swap ou un truc du genre, ou que l'adresse se soit fait hacker. Donc on peut pas être sûr à 100% que ce soit la même personne. Mais quand ça arrive sur une même adresse, évidemment que dans une analyse de chaîne, on va dire c'est la même personne. C'est la même personne. Donc ouais, mais c'est sans parler de réutilisation d'adresse. C'est un truc supplémentaire, la réutilisation d'adresse. Ouais, bien sûr. Mais par exemple, si on prend l'exemple de Relay App, pour ceux qui connaissent, qui est en gros un achat non KYC qui envoie directement les bitcoins sur votre adresse qui est liée à l'application. Du coup, ça reste la même adresse et vous recevez à chaque fois sur la même adresse. Mais c'est quand même des UTXO qui sont différents. Et donc, dans ce cas-là, c'est quasiment sûr que c'est la même personne qui achète et qui viennent d'une même source sur une même adresse. Donc, dans ce cas-là, il faut faire attention à, par exemple, si vous achetez 50 euros tous les mois depuis 1 ou 2 ans, ça va faire beaucoup d'UTXO et vous avez payé beaucoup, beaucoup de frais. Euh, donc, euh, donc, il faut faire aussi attention à ça parce que enfin, si c'est que 50 $, dans un environnement où les frais deviennent très élevés. Par exemple, on l'a vu, il y en a une courte période après le halving où les frais étaient montés à plus de 1000 sats par V-byte, même je crois que c'était à la 2000-2500. Bah, dans un environnement comme ça, si c'est sur le long terme, ça sera très compliqué de consolider des UTXO de 50 euros, par exemple. Donc voilà, mais merci beaucoup pour ces rappels de privacy. Et donc, pour revenir un peu sur le sujet un peu chaud du moment de tout ce qui se passe avec Samurai Wallet, pourquoi est-ce que d'abord Samurai Wallet était utilisé, ou alors même les applications un peu
dans le style était utilisé et pourquoi est-ce que c'est problématique pour les autorités, par exemple? Ah, attends, il y a Sur le... juste Ouais, avec bien sûr, CryptoMancer, si je tu as crois qu'il y a une une question. question. Alors oui, j'ai une question en fait sur les UTXO, enfin sur la consolidation, surtout sur le format d'adresse. Parce qu'en fait sur Bitcoin, il y a plusieurs types d'adresses. P2 PKH, P2 WPKH, P2SH et Taproot. Alors moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que les adresses Taproot offraient un petit peu plus de confidentialité. Alors j'ai pas tout compris les tenants et les aboutissants, mais si on fait une consolidation sur l'adresse Taproot, est-ce que ça laisse moins de traces on-chain? Non, non, la consolidation sera pareille. Pour la confidentialité par rapport à Taproot, il y a deux sujets. Il y a un sujet court terme et un sujet long terme. Sur le long terme, Taproot, ça sera bénéfique. Pourquoi? Parce que l'avantage de Taproot, c'est que ce soit un portefeuille single sig, que ce soit un multisig, que ce soit un multisig avec des time locks, que ce soit une transaction pour multisig pour Lightning, un 2 sur 2 Lightning. En fait, ça va toujours apparaître de la même manière. Là, actuellement, on est capable de les différencier sur un standard Segwit V0, sur un standard Taproot, on ne pourra plus les différencier. Ça, c'est bien, mais c'est à terme. Parce que pour le moment, c'est encore très peu utilisé, Taproot. Et donc, le problème qu'il y a actuellement, c'est un autre problème sur la confidentialité par rapport à Taproot, c'est le problème des empreintes liées au script. Euh, alors, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, mais je peux l'expliquer rapidement. Il y a quelque chose, il y a une chose notamment en analyse de chaîne. Quand on suit un utilisateur, on va essayer de déterminer le change dans une transaction, parce que c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, Marius. Le change, c'est ce qui revient vers l'utilisateur. Et donc, quand on suit un utilisateur en analyse de chaîne, quand on essaie de regarder ses transactions, de le suivre, on va essayer d'analyser sur chaque transaction le change parce qu'on sait que ce change, eh bien, il est encore à lui. Donc on peut continuer à le suivre via ce change. Et, euh, l'empreinte d'un portefeuille et notamment l'utilisation d'un type de script spécifique, c'est une des heuristiques qui peut permettre de déterminer un change dans une transaction. Je vous donne un exemple. Euh, Moi, voilà, il y a quelqu'un qui connaît une des adresses que je possède. Voilà, il la connaît parce que il m'a envoyé des bitcoins dessus. On reprend l'exemple du cousin qui m'a envoyé des bitcoins pour mon anniversaire sur telle adresse. Il veut me suivre. Moi, je vais dépenser, je vais aller chez le boulanger, je vais utiliser cet UTXO pour acheter une baguette. Donc en sortie en input, je vais avoir cet UTXO que m'a envoyé le cousin, et en output, je vais avoir deux UTXO, un qui va aller vers le boulanger et un qui va revenir vers mon portefeuille à moi. Donc là, si on regarde juste la structure de la transaction, mon cousin il va se dire ah ben mince, il y a deux UTXO, je ne sais pas si les deux sont encore en ma possession, je ne sais pas s'il y en a un qui est sorti, si oui, lequel. Euh, et justement, l'empreinte de portefeuille, ça peut aider à déterminer le change dans ce cas-là. Par exemple, si moi j'ai un portefeuille Taproot, je vais avoir des adresses en BC1P. Voilà. Imaginons que le boulanger, il a un portefeuille Segwit, donc des adresses en BC1Q. Donc ce qui va se passer sur la transaction, c'est qu'en input, je vais avoir mon adresse BC1P. En output, il y en a un qui va aller vers une adresse BC1Q et un autre qui va aller vers une adresse BC1P. Vous voulez déterminer le change, d'après vous, c'est lequel? Ben, le change, c'est celui qui revient vers le même type d'adresse, le même type de script. Donc ça, c'est un des problèmes de confidentialité sur Bitcoin, c'est que on a multiplié avec les années le nombre de types de scripts différents. Donc avant il y avait les scripts legacy, après il y a eu les scripts pay to script hash, les nested segwit qui sont du pay to script hash. Il y a les scripts multisig qui sont différenciables. Et le problème c'est que Taproot, étant donné que c'est très peu utilisé pour le moment, eh ben, quand je vais aller au boulanger, le boulanger, lui, il a encore son portefeuille Segwit, eh ben, on va pouvoir identifier mon change. Alors que si j'avais gardé un portefeuille Segwit, Segwit V0, bien dans ce cas, on n'aurait pas pu déterminer mon change parce que le boulanger, lui aussi, il a un portefeuille Segwit qui est largement plus utilisé aujourd'hui. Donc voilà, c'est par rapport à la confidentialité de Taproot, il y a un sujet de long terme où Taproot, ce sera très bénéfique sur le long terme, surtout pour tout ce qui est multisig, tout ce qui est Lightning, tout ça.
Mais sur le court terme, ça pose un souci, ça peut poser un souci, en tout cas en termes d'empreinte de portefeuille. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Oui, c'est clair. Et je viens d'épingler ici un tweet de Ishana Misra que je connais, enfin que de cet article justement qu'elle a fait sur, les fingerprints, donc les empreintes de portefeuille, que j'ai trouvé très intéressant sur, tout simplement l'empreinte que laissent les portefeuilles, sur la blockchain, enfin dans les transactions. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et voilà. Ouais, parce qu'il y a plein en fait, il y a plein d'empreintes différentes qu'on peut utiliser comme ça, qui sont laissées par des portefeuilles. Bon, j'en parlais avec Laura MT qui a créé le site OXT lors d'un Space Cake, et il disait justement que parfois on pouvait carrément identifier euh, le, le portefeuille utilisé. On pouvait dire, OK, ça c'est tel portefeuille qu'utilise l'utilisateur, ça c'est tel portefeuille par rapport justement aux empreintes qu'on peut voir on-chain. Parmi les autres empreintes, donc évidemment, il y a les types de scripts. Après, il y a l'utilisation ou pas de RBF, l'utilisation ou pas de time lock. Parce que maintenant, il y a aussi des portefeuilles, enfin, la plupart des portefeuilles maintenant mettent un time lock au bloc qui arrive. Bon, c'est pour d'autres raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, et comme ça, il y a plein d'empreintes qui sont laissées comme ça sur la blockchain et qui peuvent permettre justement de déterminer plus facilement le change d'une transaction et donc de perpétuer une analyse de chaîne, un traçage d'un utilisateur. Ouais, bah, justement là dans l'article, en gros elle a réussi, enfin elle a analysé un bloc, particulier, et elle a vu que, il y avait environ 7,6 de Bitcoin Core, 1,9 de Electrum, 8,6 de Blue Wallet. Bref, je vais pas tous les faire, mais en gros, elle a réussi à déterminer plus ou moins, avec plus ou moins de précision enfin quelle wallet était utilisée, et même les wallets, enfin wallet, comment dire? Froid et chaud, Ledger, Trezor et cetera. Donc voilà, pour plus de privacy, utiliser différents wallets. Et ça, j'ai coupé le micro, non, on m'entend là? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, ok, parce que j'ai un bug là sur le coupage du micro. Ouais, et ça, c'est un sujet, c'est un vrai sujet, les empreintes de portefeuille pour la confidentialité, parce que en fait, au plus on avance, au plus il y a de nouvelles fonctionnalités sur Bitcoin, et en fait, chaque fonctionnalité, enfin, il y a plein de fonctionnalités qui viennent créer de nouvelles empreintes et diviser un peu plus la non-set globale qui est déjà de base sur les transactions. Forcément, au tout début de Bitcoin, ben, il n'y avait que du legacy, tout le monde utilisait du legacy. À la limite, la seule empreinte, c'est est-ce qu'on utilise du pay-to-public key, c'est-à-dire est-ce qu'on utilise une clé publique brute ou est-ce qu'on utilise du pay-to-public key hash. Mais au fur et à mesure, on est venu rajouter des types de scripts, des types de scripts, des types de scripts, et à chaque fois, ça divise les utilisateurs. Et donc, ça crée de nouvelles empreintes et ça renforce les empreintes déjà existantes. Donc, ouais, c'est un sujet sur le long terme. Et bah, merci beaucoup, Cryptomancien, pour ta question. Et donc maintenant, revenons au sujet. Pourquoi est-ce que du coup des outils comme Samurai Wallet sont utiles? En tout cas, enfin étaient, si on peut parler au passé encore maintenant. Heu, Pourquoi est-ce qu'ils peuvent l'être pour certains utilisateurs? Et pourquoi du coup est-ce que c'est un problème pour les autorités? Le problème pour les autorités, je ne sais pas trop, j'ai pas trop regardé le côté juridique. Mais en tout cas, alors Samurai Wallet, c'est encore utilisable puisque c'est un portefeuille Bitcoin, Samurai Wallet à la base. C'est juste que là, maintenant, pour l'utiliser, on est obligé d'avoir son propre dojo. Mais c'est encore utilisable. Et finalement, il y avait tellement de fonctionnalités que, bah, en fait, ça reste, même maintenant, alors qu'il n'y a plus les serveurs de l'entreprise, ça reste un des portefeuilles chauds qui a le plus de fonctionnalités. On peut encore faire des transactions collaboratives dessus, on peut encore faire plein de choses qui ne sont pas dispo sur d'autres wallets. Donc, en réalité, si on est un utilisateur averti et qu'on a un dojo, c'est encore un super portefeuille. Je pense que ce dont tu voulais parler, c'était plutôt Whirlpool, qui, ça pour le coup, ne fonctionne plus. Et Whirlpool, c'était un protocole de CoinJoin. Euh, et, euh, et le CoinJoin, en fait, le CoinJoin, c'est un type de transaction collaborative sur Bitcoin qui consiste à mettre à plusieurs utilisateurs ensemble des UTXO dans une même transaction.
se coordonner ensemble et à dire on va mettre plusieurs de nos outils EXO ensemble dans cette transaction et à récupérer la même somme modulo les frais en sortie. Et par contre, en sortie, l'idée, c'est de faire des outputs qui ont des valeurs, qui ont les mêmes valeurs. Voilà. Et comme ça, en fait, en sortie, on ne sait pas vraiment quel outil EXO appartient à qui. Voilà. C'est ça le principe du CoinJoin. Et alors, le CoinJoin, ça sert à quoi? Ça sert à couper l'historique d'une pièce. Autant l'historique du passé vers le présent que du présent vers le passé. Voilà. Après, on peut un peu plus détailler si tu veux sur le CoinJoin. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle un petit peu d'Annonset, tout ça. Ouais, juste pour revenir sur, enfin, en gros, qu'est-ce que les autorités trouvent de mal à ça? C'est que ça vient un peu brouiller les pistes et donc ça devient plus compliqué en fait de savoir quoi appartient à qui. Et donc certaines personnes utilisent ça notamment pour blanchir de l'argent, mais ça reste comme une petite part des utilisateurs en réalité. Et donc c'était juste voilà pour revenir sur ça. Et donc c'est en partie une des raisons pour lesquelles les développeurs de Samurai Wallet sont ont été arrêtés la semaine dernière et que Wasabi, enfin tu peux me corriger si je me trompe, mais il me semble que Wasabi aussi a arrêté son service. Ouais, non, c'est ZK Snack, il me semble Oui, le nom voilà. de la boîte qui est derrière Wasabi, qui a dit qu'ils arrêtaient de faire coordinateur de CoinJoin et de faire le développement de Wasabi. Maintenant, c'est ce que je me demandais l'autre jour, mais je ne connais pas assez l'environnement Wasabi. Moi, j'étais vraiment tourné sur l'environnement Samurai. Mais en tout cas, ils ont un protocole de CoinJoin qui s'appelle Wabi-Sabi, qui en théorie peut fonctionner avec d'autres coordinateurs. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres coordinateurs? Est-ce qu'il va y avoir de la liquidité sur ces autres coordinateurs? C'est ce que je me demandais et je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, parce que eux, c'était le coordinateur principal, en fait, ZK Snack. Euh, et, et, comme ils avaient toute la liquidité, il y avait une incitation à aller sur ce coordinateur parce que c'est une notion en CoinJoin, au plus il y a de pièces à un endroit, ben, au plus il y a d'anonymat quand on va dans la pool. Ok. C'est vrai que moi non plus, enfin, je connaissais les deux, mais je n'ai pas approfondi plus que ça les applications, etc. Donc, si tu veux qu'on parle un peu plus précisément de ce que sont les CoinJoin, euh, plus de précision, enfin, dans les détails techniques, comment est-ce que ça fonctionne. Vas-y. Est-ce que tu m'entends là ou je pars dans le vide? Ouais, ouais, non, non, mais je Ouais, ok. t'écoute. Non, ok, non, je me suis dit peut-être qu'il y avait un bug. Et donc, du coup, voilà, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'exactement ces fonds sont mélangés? Et surtout, peut-être c'est quelque chose qui ne peut pas être, enfin, qui peut ne pas être très clair au premier abord, c'est pourquoi est-ce que c'est un montant fixe qui est utilisé et pas, enfin, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas tout simplement envoyer l'intégralité de mon wallet? Et deuxième question, enfin, dérivée de ça, est-ce que ça pose des problèmes, cette, d'envoyer des montants fixes ou pas? Ah, tu parles spécifiquement par rapport à Whirlpool alors? Bah, au CoinJoin, oui, qui utilise Ouais. ce mécanisme-là, mais du coup, oui, Whirlpool, c'est le cas Ouais, parce pour que eux. le CoinJoin, de manière générale, c'est juste une transaction collaborative. En théorie, on pourrait même faire des CoinJoin manuels, se mettre d'accord entre amis, dire voilà, on s'envoie les PSBT, les transactions partiellement signées, et on construit comme ça une transaction CoinJoin entre nous. Mais en réalité, bon, c'est pas top parce que si on fait du CoinJoin toujours avec les mêmes personnes, ben, en fait, on gagne pas énormément en un quoi. On gagne juste avec le nombre de personnes. Donc, pour passer à l'échelle, ce qui a été fait à travers l'histoire de Bitcoin, c'est la création de coordinateurs et de protocoles de CoinJoin, notamment le protocole ZeroLink qui était utilisé par Whirlpool. Et donc, l'idée des coordinateurs, c'est de dire, OK, ben, nous, en fait, euh, on fait le passage d'informations entre toutes les personnes qui veulent faire des CoinJoin à travers le monde, et comme ça peut passer à l'échelle et on est plus ensemble à faire du CoinJoin.
Donc ouais, spécifiquement, ce dont tu parlais avec les montants fixes, c'est le protocole Whirlpool qui d'abord égalisait en fait les UTXO avant de les envoyer en CoinJoin. Et après, il y avait un montant égal, modulo les frais, de 5 ou plus UTXO en entrée. Et il y avait exactement le même nombre d'UTXO en sortie qui étaient tous égaux. Donc c'est un CoinJoin avec strictement aucun lien entre les entrées et les sorties. Toutes les sorties avec exactement la même probabilité d'être n'importe laquelle des entrées. Et donc, de cette manière, on pouvait gagner en confidentialité un petit peu sur Bitcoin. Parce que oui, on n'en a pas parlé. Le CoinJoin, c'était quand même un outil indispensable, puisque c'est le seul outil qui nous permet de maintenir un petit peu notre confidentialité à cause du modèle ouvert dont on a parlé tout à l'heure. Et après, je ne me rappelle plus de ton autre question. Ouais, juste pour revenir en gros dessus, ce que tu disais en fait, c'est le même exemple que tu parlais avec le cousin qui suivait tes transactions. Si on utilise un CoinJoin avant de commercer ou d'échanger avec quelqu'un, ça permet tout simplement de brouiller les pistes et que cette personne ne puisse pas remonter dans la blockchain pour suivre tout ce qu'on fait avec nos bitcoins. Et donc vérifier, enfin, voir, c'est comme s'ils avaient notre compte bancaire ouvert si on veut retransmettre ça au système classique. Et donc, du coup, qu'est-ce que je te demandais? Oui, la deuxième question, c'était par rapport au... T'es encore là? Parce que là, je te vois passer en auditeur. En fait, c'est au niveau des CoinJoin. Alors jusque-là, on a des modèles assez centralisés. Enfin, il y a toujours une histoire, enfin, une architecture un peu classique, client-serveur. Est-ce que tu crois qu'à long terme, ça serait possible, enfin, même à moyen terme, ça serait possible d'avoir un truc genre complètement décentralisé, où ça serait de nœud à nœud, où on pourrait mélanger un petit peu les fonds de tout le monde avec tout le monde, comme ce qu'on fait sur d'autres protocoles? Ouais, là, c'est justement ce qui était en train d'être fait au niveau du protocole Whirlpool. Samurai venait d'annoncer, là, il y a peut-être un mois et demi, qu'ils avaient entamé la phase 1 de la décentralisation de Whirlpool. Et donc, voilà, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était se baser sur les dojos et sur leur système. Ils avaient un réseau qui était basé sur Tor, qui s'appelait Soroban, qui était déjà utilisé pour toutes les transactions collaboratives, qui étaient nommées les Kauts sur Samurai. Et, euh, et donc, ouais, c'était l'idée de Whirlpool. C'était à terme d'avoir un système décentralisé. Mais bon, pour le moment, c'est tombé. Je ne sais pas si ça va être relancé. Euh, J'espère que Whirlpool ou qu'un système similaire à Whirlpool, CoinJoin Zero Link, va être relancé. Et dans ce cas, oui, il faudra réfléchir rapidement à la décentralisation du truc. Après, oui, de toute façon, oui, c'est sûr que comme on fait reposer la confidentialité sur Bitcoin, elle repose majoritairement sur le niveau applicatif, ben forcément, le niveau applicatif, il est plus facilement attaquable que par les États que le niveau protocolaire, au niveau du protocole. Une deuxième petite question. Alors maintenant qu'il y a enfin, il y a des op return, on peut stocker de la data directement dans la blockchain. Alors moi, je suis contre cette pratique. Enfin, mais bon, maintenant que c'est possible, est-ce qu'il y aurait moyen de créer un protocole avec des op return qui pourrait, enfin, un espèce de CoinJoin complètement décentralisé basé sur les op return? Est-ce que tu penses que ça serait possible? Alors, les op returns, ça existe depuis un moment. Je ne saurais pas te donner la date exacte, mais la bataille des op returns, ça date de 2013-2014, il me semble, hein, si ma mémoire est bonne. Mais bon, en tout cas, ça date d'il y a un moment, hein, les op returns. Euh, Est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Oui, peut-être, ça pourrait être utilisé. C'est déjà utilisé, mais après, je ne sais pas comment. Je ne suis pas cryptographe, mais c'est déjà utilisé dans le cadre du BIP 47. Le BIP 47, bon, c'est pas du tout du CoinJoin. Le BIP 47, c'est simplement un système qui permet d'avoir un code de paiement fixe, de payer toujours vers ce code de paiement fixe, tout en ayant une dérivation automatique d'adresse vierge qui est toujours différente où il n'y a pas deux fois la même adresse pour deux utilisateurs différents. Donc c'est juste un système pour avoir un point de paiement fixe sans avoir d'adresse reuse.
Mais après, est-ce que ça pourrait être utilisé? C'était déjà utilisé dans le cadre de Whirlpool, dans le cadre du protocole. Ils utilisaient un up return, ça avait d'ailleurs fait euh, un souci là, avec Ocean quand ils ont annoncé qu'ils utilisaient Bitcoin Note, qui limite les up returns. Mais, mais ouais, je sais pas, faudrait voir. Mais on peut mettre de la data, mais je sais pas si ça peut être utilisé pour faire du conjoin. C'est quoi toi ton opinion par rapport aux up returns? Parce que moi je suis un petit peu l'usage qui est assez contre. Et j'hésite à faire tourner un nœud, mais pas un Bitcoin Core, un Note. C'est quoi toi, ton opinion par rapport à tous ces trucs de stockage de data, genre des ordinals, des machins? Bah, c'est que dans tous les cas, si quelqu'un veut stocker de la data sur Bitcoin et qu'il a suffisamment de Bitcoin pour payer, pour faire ça, il pourra le faire dans tous les cas. Donc autant utiliser autant proposer à ces personnes qui veulent mettre de la data des systèmes, ça c'est mon opinion, hein, autant proposer des systèmes qui ne sont pas trop embêtants pour les autres utilisateurs, pour ceux qui font tourner un nœud. Et l'up return est pas mal, mais l'up return est limité. C'est limité à 80 octets, on pourrait peut-être l'augmenter un petit peu. Euh, Parce que l'avantage de l'up return, c'est que ça marque en fait la sortie comme non dépensable. Euh, Ce sont des bitcoins qui sont les bitcoins qui sont envoyés dans une sortie marquée up return. Le script ne peut pas être satisfait. Et donc c'est comme si les bitcoins étaient détruits, ceux qui sont envoyés vers un up return. D'ailleurs, il faut faire gaffe si jamais vous faites des up return à la main ou avec le logiciel Electron Wallet ou autre, de surtout pas envoyer des bitcoins sur une sortie up return parce que sinon ils seront détruits tout simplement. Et, euh, et l'avantage des up return, c'est que c'est pas conservé dans l'UTXO7. Donc ça pèse pas sur l'UTXO7, ce dont on a parlé tout à l'heure, qui peut être embêtant pour les nœuds. Donc c'est moins embêtant que d'autres solutions. Et alors pourquoi je dis qu'on pourra toujours mettre de la data sur Bitcoin? Ben, parce que le système de base de Bitcoin, c'est d'utiliser un système avec des clés publiques. Ben, en fait, une clé publique, on peut mettre de la donnée dedans si on veut. On l'a vu avec le protocole Stamps qui a été sorti l'année dernière, bon, qui n'a pas été énormément utilisé parce qu'il coûtait très cher. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Du moment que les gens ils ont des sous, ils pourront toujours mettre de la data sur Bitcoin. Ça a utilisé un système, donc un vieux script P2MS, Pay to Multisig, également appelé bar multisig. Euh, et en fait, le système Stamp, c'est juste ça. Ils mettent des données à la place des clés publiques. Ils mettent des données comme si c'était des clés publiques. Ça, on ne peut pas l'empêcher en fait. Le Bitcoin fonctionne avec des clés publiques, donc on ne peut pas empêcher les gens de faire passer des données pour des clés publiques. Donc voilà. Et le problème, par exemple, avec Stamp, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça crée des UTXO qui potentiellement ne seront jamais dépensés, qui sont des tout petits UTXO. Ça en crée en nombre. Et bien, chaque nœud Bitcoin ajoute ses UTXO, est obligé d'ajouter ses UTXO à son UTXO7. Et donc ça vient alourdir, compliquer le fait de faire tourner un nœud. Il y a plus de charges opérationnelles sur l'opérateur de nœud. Donc voilà. J'en sais quelque chose parce qu'en fait, je peux dire exactement à quel moment, enfin, à partir de 2015, il y a eu des gros changements et je les vois tout de suite. C'est-à-dire que si tu fais tourner un nœud from scratch, de 2009 à 2014, ça passe à peu près. 2015, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a visiblement un gros ralentissement. Et à partir de 2017, enfin, à partir de 2017, tu as un bloc quasiment par. Enfin, c'était genre un bloc par minute, quoi. C'est autant dire que pour rattraper jusqu'à 2024, enfin, l'année prochaine, on y est encore. Donc, ouais, je sais à quel point c'est très compliqué de faire tourner un Bitcoin. Ouais, mais même sans parler de ça, juste l'UTXO7 en fait. L'UTXO7, ben, euh, si demain, moi, je veux inscrire des données sur la blockchain, c'est des données que je veux vraiment inscrire et derrière, j'ai des incitations économiques externes parce que c'est un protocole comme les ordinals, comme les stamps, où il y a les gens qui sont un petit peu dégènes, ils font du trading et donc il y a de grosses incitations économiques derrière. Ben, je vais être prêt à payer cher pour mettre cette donnée sur la blockchain. Et si j'ai le choix, peut-être les ordinals, c'est peut-être une solution pas trop terrible. Si on coupe la possibilité de faire des ordinals, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser des up return. Les up return, bon, ça va.
c'est pas très grave pour l'UTXO7 des nœuds parce que les op returns ne sont pas gardés dans l'UTXO7 des nœuds. Mais si on me coupe la possibilité de faire des op returns comme le font partiellement les nœuds Bitcoin Notes, eh ben, je vais le mettre dans des P2MS. Et bon, ben, les P2MS, là, c'est embêtant, puisque ça commence à faire beaucoup de petits UTXO qui vont rester dans l'UTXO7. Ça va alourdir la charge pour ceux qui veulent faire tourner des nœuds. Ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ils pourront même pas s'acheter des nœuds parce qu'il y a trop besoin de RAM pour faire tourner un nœud Bitcoin. Ils seront obligés de faire des nœuds prunés, des nœuds avec Utrixo qui ne sont pas vraiment des nœuds tout à fait complets. Et bien, si on me coupe, tu me diras, bon, ben, on va couper les P2MS. Ok, coupons les P2MS. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser du P2P4 directement. Je vais mettre mes données comme dans des clés publiques. Mais là, le problème, c'est que en fait, tous les petits UTXO que je crée, ben, ils seront même plus dépensables. Donc, ils seront à vie dans l'UTXO7 de tous les nœuds. Alors qu'avec le P2MS, bien, il restait quand même dépensable avec une des 3 clés du multisig. Donc, tu vois, au fur et à mesure où on enlève les possibilités d'inscrire de la donnée sur Bitcoin, ça c'est mon avis, hein, évidemment, il y a d'autres qui ont d'autres avis, qui ont de très bons arguments, mais au fur et à mesure où on enlève la possibilité de faire ça, où on rend la tâche plus difficile, ben, les gens, derrière, il y a des incitations économiques, donc ils réussissent toujours à mettre de la donnée, et c'est de pire en pire pour les nœuds, tu vois. Donc pour moi, il ne faut pas, pour les op returns, il faudrait même peut-être, et c'est Théo Pantamis qui m'a fait changer d'avis là-dessus, parce qu'il avait de très bons arguments, il faudrait peut-être augmenter la taille des op returns, voire permettre des op returns sans limite de taille, puisque après tout, les transactions Bitcoin, il n'y a pas de limite de taille sur les transactions Bitcoin, sur les autres types de scripts, donc pourquoi mettre sur les op returns? Voilà. Après, c'est un avis très personnel. Et il y a d'autres arguments contre, et je les entends. Donc tu es plutôt partisan de la solution la moins pire. Ça s'entend. Ouais, c'est juste de dire, en fait, si les gens ils payent, ma foi, ils payent leurs frais, et ils ont le droit d'inscrire leurs transactions. Mais faisons en sorte qu'ils qui ne soient pas poussés à utiliser des trucs trop dégueulasses qui vont surcharger nos nœuds et faire des trucs débiles, quoi. Parce que dans tous les cas, ils paieront. Tu le vois, les protocoles stamps et tout, c'est débile, ça n'a aucune utilité technique. Mais les gens, ils payent parce que derrière, il y a du trading, parce qu'il y a du NFT qui vont sûrement revendre 4 fois ce que ça leur a coûté en frais, donc ils s'en foutent, ils peuvent mettre un max de frais. Donc voilà, tu vois. D'accord. Moi, je suis plutôt un partisan que Bitcoin doit rester juste un protocole monétaire, pas moins, pas plus. Parce que le problème, c'est que toute la partie trading qui se fait directement on-chain, bah, nous, enfin, les utilisateurs entre guillemets légitimes, bah, ça nous fait payer des fees pour rien, quoi. C'est-à-dire, enfin, nous, enfin, on doit attendre que les DGen aient fini leur connerie pour avoir des frais à peu près normaux. Moi, Alors, j'ai deux objections. C'est un, tu voudrais que ce soit un protocole uniquement monétaire. Oui, mais comment on fait? Parce que je t'expliquais juste avant que, en fait, dans tous les cas, si les mecs ils ont les frais pour payer plus que toi, et ils les ont, les frais pour payer plus que toi quand tu vas acheter ta baguette, parce que c'est pas les mêmes incitations économiques derrière, ben, comment tu fais pour faire en sorte que ce soit que monétaire? C'est peut-être hyper compliqué, ou peut-être qu'on est obligé de faire d'autres concessions sur des choses qu'on n'a pas envie de faire d'autres concessions. Et deux, ben, la légitimité actuellement sur Bitcoin, le système de Bitcoin, c'est pas une légitimité sur l'usage qui est fait, mais plutôt sur les frais qui sont payés. C'est la seule chose qui fait qu'une transaction est plus légitime qu'une autre. Si une transaction elle paye plus de frais en sats par V-byte par rapport à son poids, et ben elle est plus légitime. C'est comme ça, c'est uniquement des incitations économiques. Mais bon, après, voilà. C'est toi qui estimes que ton usage monétaire est peut-être plus légitime que d'autres usages, mais il y en a d'autres qui estimeront que bah, euh, moi, j'espère. Enfin, je suis là pour payer surtout, enfin, essayer de payer le moins de fees possible. Et bah, le problème, c'est que bah, les DGen me font payer des fees, alors que c'était pas le but de Bitcoin au départ. oui, mais bon, après, enfin, moi je pense aussi que c'est pas la cata, quoi. C'est pas hyper grave. On a quand même d'autres solutions pour faire du paiement pair à pair. Il y a Lightning notamment qui commence à très bien fonctionner, qui est assez facile d'utilisation, même en self-custody. Euh, et dans tous les cas, enfin, tu l'as bien vu là en 2023. Même là, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, Dune, je ne sais plus comment ça s'appelle, le protocole là, qui est sorti juste là, de Casero d'Armor. Ouais, c'est Rune. Ben, ouais, voilà. C'est monté très fort au début, et puis au bout de quelques jours, ça s'est essoufflé. Ben,
Les ordinals, c'était un peu pareil. Il y a eu des fois là en 2023 où ça a repiqué, on ne sait pas pourquoi, en automne, c'est redevenu. Les BRC20, c'est pareil, ça a duré quelques semaines et puis après c'était terminé. Les stamps, c'était pareil. Donc bon, c'est pas des choses, c'est pas des choses qui vont forcément durer. Tu vois ce que je veux dire? C'est périodique. Ah, je crois qu'il est redescendu, Cryptomancien. Je le vois plus en intervenant. Voilà. Mais après, c'est que mon avis et j'entends qu'il y a d'autres arguments et peut-être que je changerai d'avis plus tard. Est-ce que vous avez Ouais, je peut-être pense qu'il d'autres y a eu un questions petit sur les... bug. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Peut-être s'il y a d'autres questions sur les UTXO, les CoinJoin également, ou sur d'autres choses, hein, comme la question de Cryptomancien, elle était super. Ouais, par rapport au sujet des ordinals et enfin des stamps, etc. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, enfin comme tu l'as dit, de toute façon, s'ils veulent l'utiliser, ils l'utiliseront d'une manière ou d'une autre. Mais que de toute façon, le jour où il y aurait une utilisation plus élégante et plus efficiente qui sera créée, par exemple sur un layer 2, entre guillemets plus proche de Bitcoin que ce qu'on a déjà, par exemple, comme Stacks ou Liquid. Bah, je pense que les gens l'utiliseront tout simplement et que les ordinals et Rune etc. Passeront au second plan et donc il y aura moins d'utilisation et ce sera comment dire très euh, enfin négligeable quoi. Et par contre, concernant l'utilisation de Rune, il me semble que après peut-être que je comprends mal ce que c'est, Je enfin connais comment. pas du tout, hein. Et- Tu vois, je non mais connaissais à peine le nom comme ça, mais je sais juste que c'est parce, 15 euros d'armor et que ça a fait exploser les frais après le halving, mais sinon j'en sais pas plus. parce que en gros, ça utilise un operator pour, euh, pour inscrire la data. Et quand tu regardes sur mempool.space, les détails, tu peux regarder, tu sais, maintenant, tu as une sorte de filtre où tu peux voir, enfin, ça met en couleur certaines transactions, certains types de transactions, en fait. Donc, tu peux voir les inscriptions et tu peux voir aussi les up return. Et de ce que j'ai vu, c'est que avant le halving, donc, parce que le protocole s'est lancé au moment du halving, avant le halving, les blocs étaient relativement vides de transactions up return. Et maintenant, même si les frais sont relativement bas, il y en a quand même pas mal, enfin, il y a quand même pas mal de up return. Là, on est, je dirais, peut-être 10-20% dans un des derniers blocs, là, à vue d'œil. C'est pas, c'est pas des vraies statistiques, mais enfin, on en voit quand même pas mal. Et sur les blocs des dernières semaines, il y en avait quand même bien au moins la moitié qui était up return. Donc, je sais pas s'il y a une autre utilisation des up return qui sont faites. Ah non, mais je pense Et que c'est que ça, hein. ouais. Je Donc, pense que c'est ça que doit quand être que même, de ça, hein. parce que là, on a des frais, quoi. Là, maintenant, ils sont à 16 Voilà, ça sats va. par V-byte. Ouais, ça va, là, il y a des Et transactions, ils viennent de passer à 14 sats par V-byte. ouais, c'est ça. Donc ça va, Et donc c'est là, on a. acceptable. Mais quand même, de voir qu'on a des frais aussi bas avec des up returns qui sont vraisemblablement des runes, ça montre qu'il y a quand même une utilisation du protocole, mais comment dire, qu'elle n'est pas énorme en effet, mais que quand même, elle n'a pas d'impact significatif sur les frais. Et même, bah, après, si ça n'existait pas, il y aurait sûrement moins de frais. Et on ne serait pas à 15, on serait à 7 ou 8 par exemple. Mais Ouais, ben, bref. moi j'avais un peu plus regardé à l'époque, l'année dernière, les BRC20. Euh, Ouais. c'était du n'importe quoi. C'était le mec, il avait dit que c'était juste pour rigoler à la base, le dev. Puis après, il y a des youtubeurs qui ont commencé à faire des vidéos et des vidéos. Puis d'autres youtubeurs qui ont repris les vidéos pour faire des tutos, comment utiliser, comment faire. Et ça a pris comme ça, quoi. Mais c'était cyclique. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu cyclique. Il y avait, on sait pas pourquoi à l'automne c'est revenu et tout. Mais après, c'est pas un Ouais, il truc y a qui eu deux m'intéresse grosses trop, phases. franchement. Ouais, moi non plus. Moi, je regarde un peu de loin et enfin, je le traite dans certaines actualités Ouais. avec Riposte, mais je regarde de ça de loin. Et ouais, sur Ordinals, il y a eu et BRC20 parce que enfin, les deux sont liés. Il y a eu deux grosses phases, une au début et une fin de l'année dernière. Et là, Rune, on a eu une phase de quelques jours après le halving. Hmm. Et c'est très vite redescendu. Quoi. Je crois on a atteint, après halving, on a atteint un bloc à plus de 40 BTC de frais, ce qui n'était pas. Enfin, en gros, les mineurs n'ont jamais reçu autant de BTC que depuis la période des 50 BTC, donc les premiers 4 ans, en gros. Donc, c'est quand même assez conséquent.
et je t'ai vu partir. Tu as requitté. Ça refait la même chose et j'ai eu aussi des bugs d'affichage. Ah, c'est bon. Ouais, du coup, je sais pas si les gens ont des questions sur les. Personne n'a de questions sur les CoinJoin? Vous demandez des choses? Après, si vous voulez, on peut partir un peu plus loin, expliquer un petit peu plus les objectifs des CoinJoin, Annonset, Forward Annonset, tout ça. Annonset prospectif, rétrospectif. Ça vous intéresse? Pour le coup, je suis pas du tout calé dans ça, donc je pourrais pas te te poser de questions Non, non, sur, pas de tout souci, ça, mais. mais si tu veux présenter, quelque Ouais, chose puisqu'on avait dit qui qu'on peut quand parlait même un te peu de tenir à cœur, confidentialité. ouais. Juste, il y a un sujet que je voulais quand même, aborder, je pense que c'était ça la deuxième partie de ma de ma question la dernière fois, enfin de tout à l'heure avant que ça coupe. C'est par rapport au alors j'ai oublié le terme, parce que j'ai réécouté justement l'épisode de Space Cake sur le sujet des CoinJoin, tout à l'heure, et c'est sur les dust, enfin sur le en gros les petites parties du TXO qui restent après un CoinJoin, qui était quand même une problématique. Je sais pas si est-ce que tu peux nous présenter ça? Est-ce que tu vois déjà de quoi je parle? Je sais pas si ma présentation est claire. Ouais, sur le Dust, c'est ça? Enfin, pas ce Les pas enfin les poussières? dust, c'est les petits UTXO, mais du Ouais, coup, alors c'est que ça veut quand dire tu fais un plusieurs choses, hein. CoinJoin, ça vas-y, Ouais, quand tu explique-moi. fais un CoinJoin, oui, alors, ouais, on peut en parler aussi, ouais, dans le cadre des CoinJoin. Ah, t'avais écouté le Space Que avec je trouvais ça Thibaut? Ouais, il me semble, parce que je trouvais ça quand même, Ok. enfin intéressant et bon à noter, si jamais quelqu'un dans l'audience, par exemple, veut l'utiliser et s'attende, enfin, sache quoi faire avec ou quoi ne pas faire justement. Heu, donc ouais, je trouvais ça intéressant à mentionner. Ouais, alors, Dust, de manière générale, quand on parle de Dust, c'est des tout petits UTXO. Donc, c'est des UTXO qui ont un montant qui est minuscule et qui est trop petit en fait pour être envoyé dans une transaction Bitcoin parce que les frais nécessaires en plus pour envoyer cet UTXO dépassent la valeur même de cet UTXO. Donc en fait, ils sont économiquement non rentables à dépenser. Euh, Pourquoi? Ben, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Au plus il y a d'UTXO, au plus il y a d'entrée, au plus il y a de sortie sur une transaction, au plus elle va avoir un poids élevé, la transaction. Et, euh, et donc, il va falloir payer plus de frais pour inclure une grosse transaction comme ça. Puisque les frais sont mesurés par les mineurs en sats par vbyte, c'est-à-dire à la quantité de frais par rapport au poids de la transaction. Parce que les blocs sont d'une quantité finie, et donc ils prennent en compte à la fois les frais qui sont donnés à la transaction et la place qu'elle prend, par rapport à la place qu'elle prend. Et donc un dust dans le langage courant de Bitcoin, c'est ça. C'est un UTXO qui est trop petit pour être dépensé. Alors après, il y a une autre notion qui est le dust, le dust limit, qui fait référence aussi à une règle de standardisation de Bitcoin Core, qui définit plus précisément ce qui est un dust euh, et qui définit en fait un, comment dire, euh, quand il y a un UTXO dans une transaction qui est en dessous du dust limit, les nœuds qui ont mis en place cette règle de standardisation ne relaient pas cette transaction. Voilà. Alors peut-être qu'il faut que j'explique ce qu'est une règle de standardisation. Vas-y, parce que même moi, je suis pas sûr de ce que c'est. Ouais. En gros, il y a deux types de règles sur Bitcoin. Il y a les règles de consensus. Ça, c'est les règles c'est les règles que vous connaissez. C'est les grandes règles du protocole. C'est les règles obligatoires sur Bitcoin. C'est que, par exemple, une règle de consensus typique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les transactions. Pour qu'une transaction soit valide, il ne faut pas que les sorties, la valeur des sorties dépasse le montant total des entrées. Il ne faut pas que vous créez plus de Bitcoin que vous n'en avez consommé en entrée de votre transaction. Sinon, vous créez des Bitcoins à partir de rien, c'est pas bon. Voilà, ça, c'est une règle de consensus typiquement. C'est une chose qu'un nœud va vérifier sur une transaction. Une autre, voilà. Après, une autre règle de consensus, ça pourrait être que le script soit valide pour valider une transaction. S'il y a une signature, par exemple, qui est invalide sur une transaction, la transaction ne peut pas être ajoutée à un bloc.
Et donc, les règles de consensus, c'est les règles qui permettent de déterminer si une transaction peut être incluse dans un bloc et si le bloc peut être accepté par le réseau. Voilà, c'est les grandes règles de Bitcoin. Et après, il y a d'autres règles qui sont des règles plus restrictives, qui sont les règles de standardisation. Et ces règles de standardisation, elles sont imposées uniquement au niveau du relais des transactions. En fait, au niveau des nœuds, on utilise un logiciel de nœuds, une implémentation de nœud Bitcoin, l'implémentation du protocole. Le plus utilisé, c'est Bitcoin Core, c'est à peu près 99% du réseau Bitcoin. Et Bitcoin Core, il va ajouter des règles supplémentaires qui sont par défaut quand vous lancez votre nœud Bitcoin. Ces règles supplémentaires, vous pouvez les modifier, vous pouvez les ajuster, vous pouvez les enlever, vous pouvez faire plusieurs choses. Mais le truc, c'est que la plupart des personnes laissent les règles de standardisation, laissent les paramètres de relais de Bitcoin Core par défaut, et donc ce sont de fait des règles de relais au niveau du réseau. Moi, je vous donne un exemple peut-être pour être plus parlant. Pour qu'une transaction soit valide, on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que le montant total des UTXO en sortie dépasse le montant total en entrée. Donc ça veut dire que si vous faites une transaction Bitcoin avec un UTXO d'un Bitcoin en entrée et un UTXO que vous créez de 1 Bitcoin en sortie, c'est une transaction valide en termes de consensus. Pourtant, vous n'avez payé aucun frais. Parce qu'il y a un Bitcoin en entrée, un Bitcoin en sortie. Il n'y a aucun frais qui est allé au mineur. Et donc ça, c'est une transaction qui est valide du point de vue du consensus, mais par contre qui n'est pas valide du point de vue des règles de standardisation. Pourquoi? Parce que Bitcoin Core impose, au niveau des relais de transaction, un frais minimum de 1 Satoshi par V-bytes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous créez une transaction, que vous mettez 0 frais et que vous l'envoyez, dès que vous tombez sur un nœud qui impose cette règle de standardisation, ce nœud ne va pas la relier. Et comme la plupart des nœuds laissent 1 sat par V-bytes, voire plus, en frais minimum sur les transactions, en fait, votre transaction, elle ne va pas se relayer sur le réseau, elle ne va jamais atteindre un mineur, et elle ne pourra pas être incluse dans un bloc. Donc la seule solution d'inclure ce type de transaction, qui respecte les règles de consensus, mais pas les règles de standardisation, c'est soit de l'envoyer directement à un mineur et de lui filer des sous sur le côté, soit de miner vous-même la transaction. Si vous êtes mineur, vous pouvez l'inclure dans votre propre bloc que vous minez. Voilà. Donc il existe quelques transactions comme ça sur Bitcoin qui payent vraiment 0 frais et qui sont passées. Voilà, c'est un exemple typique de différence entre règles de standardisation et règles de consensus. Je ne sais pas si j'étais Et du très coup, clair. ça laisse. Ouais, je pense que c'était assez clair. Et du coup, ça laisse des transactions qui sont appelées des transactions non standards. Et donc, corrige-moi si je me trompe, mais il y a certaines transactions en fait qui, donc, comme tu expliquais, ne peuvent pas être transmises au réseau, transmises au réseau. Et donc, la personne qui veut faire ces transactions qui sont non standards peuvent faire directement appel aux mineurs. Et donc, par exemple, récemment, il y a c'est Marathon Digital qui a lancé un service qui s'appelle Slipstream, qui en gros permet à un utilisateur lambda de soumettre une transaction non standard directement au mineur, donc forcément en payant des frais supplémentaires. Et donc récemment, il y a une transaction qui a fait pas mal parler d'elle, qui est une transaction qui remplissait quasiment totalement le bloc, qui faisait 3,99 mégaoctets, et donc qui ne comportait que, entre guillemets, que $600 de frais. Et donc ça, en fait, c'était on imagine, on n'a pas la certitude que ça l'est, mais du coup, pour revenir sur l'heuristique de tout à l'heure, on imagine que c'est une transaction qui, qui est passée par ce service de Slipstream, parce que justement le bloc a été miné par Marapool. Et donc c'était une transaction au final d'inscription, de runes. Et donc voilà, c'est une transaction qui était non standard, donc qui n'aurait pas été acceptée parce que elle est beaucoup trop grosse, ou alors il aurait fallu qu'il paye beaucoup plus de frais pour être intégré. Ouais. Après, si elle est non standard, il peut payer autant de frais. S'il veut passer par le réseau de nœuds, il n'arrivera jamais à atteindre un mineur, à être diffusé. En fait, voilà, c'est ça la différence entre règles de standardisation, règles de
de consensus, c'est que les règles de consensus, elles sont imposées au niveau du réseau par les nœuds. Les règles de standardisation sont imposées en local et elles peuvent être individuelles à chaque nœud. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la limite de frais minimum 1 Satoshi par VByte, qui est par défaut dans Bitcoin Core. Vous pouvez très bien modifier votre fichier bitcoin.conf sur votre nœud et passer cette limite à 2 sats par VByte, 3 sats par VByte, voire plus. Voilà. Vous pouvez tout à fait le faire, et c'est-à-dire que si vous mettez 3 sats par VByte, ça veut dire que vous n'allez pas relayer les transactions de moins de 3 sats par VByte. Donc il y a plein d'autres règles de standardisation comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et les règles de standardisation, elles s'appliquent uniquement aux transactions non confirmées, si vous avez un petit peu suivi. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, une transaction qui ne comporte 0 frais, elle est conforme au niveau consensus, mais pas conforme au niveau standardness. Bien, si mon nœud, par exemple, il est à 1 sats par VByte minimum relais phi, il reçoit une transaction qui paye 0 frais, il ne va pas l'accepter, il ne va pas la garder dans sa même pool et il ne va pas la relayer. Par contre, si cette même transaction, elle arrive dans un bloc qui a été confirmé et qui a été miné par un mineur et qu'on m'envoie le bloc, là, je suis obligé de l'accepter. Je suis obligé de l'accepter parce que ça ne rentre plus dans les règles de standardisation. Si je ne suis pas ce bloc, je ne vais plus être synchronisé avec le reste du réseau. Donc, les règles de standardisation, elles s'appliquent uniquement sur les transactions non confirmées. C'est pour ça aussi, parfois, on les appelle, il y a un synonyme, c'est règles de mempool. Il y en a parfois qui appellent ça les règles de mempool, parce que c'est les règles de standardisation, règles de mempool, c'est est-ce que j'accepte ou pas cette transaction dans ma mempool. Mais par contre, si elle arrive directement sur ma blockchain, je suis obligé de l'accepter. Merci beaucoup pour ces explications. Et donc, on a un article sur le sujet de cette transaction, justement, et du slipstream, si jamais ça vous intéresse, sur Cryptost. Je vais pas les liens là tout de suite, mais si vous allez taper dans la barre de recherche slipstream ou juste marathon digital, ça devrait être dans les premiers qui sortent, vu que c'est des actualités récentes. Donc pour ceux que ça intéresse. Et voilà. Ça fait déjà presque 2 heures qu'on a commencé. On a eu une pause avec le bug. Mais Je vois qu'il y a pas mal de voilà. personnes. Si vous avez des questions sur les Ouais, et CoinJoin, sur les UTXO, sur quoi que ce Cryptomantin soit aussi dont qui on a montait. parlé ou autre chose, n'hésitez pas à monter. Ouais, brièvement, une petite question. Alors, sur les forums de Bitcoin Talk, Satoshi, je pense que tu me vois venir, avait mentionné l'intérêt donc des rings CT, des rings signatures, des sticks adresses. Est-ce que tu penses que ce type de protocole, c'est implémentable sur Bitcoin un jour ou l'autre? Alors, franchement, j'en sais rien du tout. Je connais très mal les rings signatures, même si je connais le principe général. Je sais pas. Bah, techniquement, oui, ça doit être implémentable. Maintenant, est-ce que c'est encore possible d'implémenter ça? Est-ce que c'est souhaitable? Je sais pas. Je sais pas. Après, bon, c'est sûr, là, il y a pas mal de personnes qui sont arrivées en mode, suite à l'arrêt des serveurs de Samouraï et à l'arrestation des 2 fondateurs, d'autant plus suite à l'arrêt de Wasabi par la suite. Il y en a qui sont arrivés en disant il ne faut plus faire reposer la confidentialité au niveau applicatif, mais faut la faire reposer directement au niveau protocolaire. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un débat qui va revenir là dans les prochaines semaines, surtout si Whirlpool n'est pas relancé rapidement. Bon, voilà. Maintenant, moi, je pense pas que ça va rester comme ça longtemps. Est-ce que ça sera Whirlpool qui sera relancé? Est-ce que ce sera un nouveau protocole différent? Moi, je pense que c'est un marché. Enfin, c'est pas. Je pense, c'est un marché où il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de demandes. Enfin, faut se dire là actuellement quand même, c'est un marché qui est énorme hein, en termes de rentrée d'argent chaque mois. Les clients, ils sont là, ils attendent que ça, c'est d'avoir une implémentation de CoinJoin. Donc bon, moi je pense que le marché libre, il va passer par-dessus et il y a forcément un entrepreneur un peu courageux qui va revenir et qui va proposer
un protocole de CoinJoin. Enfin, moi, je pense que ça va pas rester comme ça longtemps, tu vois. Maintenant, est-ce que ce sera Whirlpool qui va être relancé? Est-ce que ce sera un truc différent? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Là, je pense qu'il faut, enfin, pour la petite histoire, enfin, je pense que tu sais, les signatures en anneau, enfin, par exemple, dans Bitcoin, il y a un seul, enfin, quand tu fais je vais y arriver. Quand tu fais une signature, il y a un seul signataire. Alors que les signatures en anneau, enfin, les signatures, ça permettrait justement de faire plusieurs signataires pour une transaction et de masquer le vrai signataire. Moi, je sais pas, je pense que je suis plutôt, enfin, je pense que c'est plus préférable en fait de faire passer la privacy dans le protocole que dans l'application. Parce que l'application, ça dit, enfin, à un moment ou à un autre, il y a un serveur centralisé et il y a toujours une possibilité de le shutdown. Alors que si c'est Bah, directement inclus dans le protocole, bah là qu'est-ce qu'ils vont faire? Je crois qu'il y a 50, enfin, pas 50. forcément. Ouais, mais après, ça va être forcément. Bon, je connais assez mal les ring signatures, mais il y a forcément des compromis. Si ça n'a pas été fait alors que c'était possible de le faire dès le début des années 2010, c'est que peut-être qu'il y avait des compromis qui ont été discutés, alors qu'avant, enfin, tu vois, on peut pas dire qu'au début des années 2010, il y avait une trop forte pression des institutionnels ou de la réglementation pour ne pas faire passer ce genre de choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des compromis? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des compromis à faire au niveau protocole qui ne sont pas forcément acceptables. Et après, pour ce qui est de la décentralisation au niveau du niveau applicatif, ben, a priori, Whirlpool, c'était quelque chose qui allait être possible, qui allait être faisable. Euh, voilà. Parce que si, en tout cas, ils avaient la solution pour le faire, visiblement. Ils avaient la solution pour le faire. Mais si Whirlpool ne dépendait plus d'un serveur central, mais de tous les dojos, alors je ne sais plus combien il y a de dojos qui tournent, hein, mais c'est je l'avais vu, je vais dire une bêtise si je dis un chiffre, mais il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup, surtout depuis le lancement de Ronin Dojo qui a facilité l'installation et la gestion des dojos. Euh, bon, ça aurait peut-être été une décentralisation suffisante pour juste le niveau applicatif, pour avoir un protocole de CoinJoin inarrêtable. Surtout si on a des dojos qui sont un peu de partout à travers le monde, dans des différentes juridictions où on est plus ou moins protégé. Bon, ben voilà, hein, après, finalement, petit à petit, ça fait comme Bitcoin au départ. Mais bon, après, c'est pas. Voilà, c'est beaucoup du théorique. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer et on verra bien. Mais c'est sûr que c'est un débat qui va revenir, ce que tu dis, hein. J'ai déjà vu plusieurs personnes, j'ai vu Set for Privacy notamment qui en a parlé, qui a dit est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un peu la privacy niveau protocole. Et je ne sais pas si c'est souhaitable, j'ai pas encore trop réfléchi sur le sujet. C'est-à-dire que là, je pense qu'à un moment ou à un autre, alors c'est un petit peu, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu au même débat que par exemple que HTTP, HTTPS. Au départ, Internet, enfin Internet, c'était surtout en HTTP, tout était visible en clair par les opérateurs. Et puis, bah, je pense que Google a pris un petit peu une décision arbitraire de tout passer enfin, de donner la priorité au HTTPS. Alors c'était arbitraire, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas forcément contents, mais par exemple la disparition de Flash, ça a lésé beaucoup de monde, mais finalement c'était peut-être un mal pour un bien. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra que du côté des devcore, ils prennent vraiment une décision arbitraire pour vraiment forcer la privacy au niveau du protocole. C'est, enfin, si on veut vraiment continuer sur le protocole Bitcoin pour longtemps, à un moment ou à un autre, on ne va pas y échapper. Parce qu'il faut bien comprendre on affronte des États en fait. On n'affronte pas des petits groupes de hackers, enfin, on affronte des gens qui ont des moyens quasiment illimités. Donc voilà, de toute façon, dès qu'ils vont trouver la moindre faille, forcément, ils vont s'engouffrer dedans. Et de leur point de vue, c'est normal. Donc faudra vraiment, enfin, à mon avis, plus blinder le protocole que les applications. Mais bon, enfin, c'est mon opinion, mais j'espère. Oui, mais en même temps, si il y a des protocoles, enfin, je veux dire, le code de Whirlpool, il est là, il est disponible, hein. Euh, c'est voilà, c'est aussi l'avantage de l'open source, c'est que bon, ben, quand il y a une entreprise qui saute, ben, il y a potentiellement quelqu'un d'autre qui peut revenir, qui peut relancer le truc, et, euh, et voilà. Après, s'il y a quelqu'un qui arrive à lancer Whirlpool décentralisé comme voulait le faire Samurai, peut-être que ça sera déjà très très bien.
Après, le problème, c'est que niveau protocole, après, c'est pareil, il faut mettre d'accord tout le monde. Au niveau applicatif, tu n'as pas besoin de demander la permission. Tu fais ton truc, tu fais ton CoinJoin, tu payes tes frais, tu as besoin de demander la permission à personne. Au niveau protocolaire, pour mettre tout le monde d'accord, ça va être compliqué. Puis je suis pas sûr que les devcore, surtout ceux qui ont leur nom connu suite à ce qui s'est passé, il y en a certains aussi qui sont, faut dire ce qui est, hein, qui sont financés par des entreprises qui n'ont pas forcément en priorité la privacy. Donc je suis pas sûr qu'ils s'emparent forcément du sujet. Et c'est compréhensible, hein, vu la répression qu'il y a eu là ces derniers temps. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions plus techniques. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à monter ou à poser des questions dans les commentaires. Mais sur ce sujet-là, pour juste exposer mon avis, même si personne ne l'a demandé, moi je pense que la transparence de Bitcoin est quand même un avantage et c'est justement une de ses forces. Et qu'en effet, ça a des points négatifs dans le sens où on doit s'embêter à faire attention à notre gestion de nos wallets, etc. et des UTXO. Mais c'est aussi en fait un argument pour dire au monde, regardez, on a un réseau qui est transparent, décentralisé, que vous pouvez utiliser sans être au moins directement censuré dans votre action financière. Et, et forcément, par d'autres moyens, c'est possible, mais je pense que c'est aussi un très bon argument. Et là où par exemple, Monero, je pense, a des difficultés à être adopté, c'est justement parce que son protocole lui-même est fait pour avoir cette confidentialité. Donc, c'est juste, je pense, deux façons différentes de voir la chose. Et par contre, à l'avenir, si d'ici quelques années, tu vois, si Bitcoin commençait à être adopté plus largement et qu'il y avait une sorte de consensus politicien autour de Bitcoin, ça pourrait être intéressant de l'implémenter. Mais au début de son adoption, je pense que c'est plus une force qu'un défaut. Après, c'est pareil, si tu pars sur niveau protocolaire, le souci c'est que tu risques d'avoir des forks. Après, quand il y a un fork, avec d'un côté les Ouais. institutionnels, de l'autre côté les C'est pour ça, il faut utilisateurs que ça vienne comme de tout le toi et monde. moi, on n'a pas tous la même activité économique à apporter, hein. Donc il y a forcément un fork qui va plus ressortir de l'autre côté. Alors qu'au niveau applicatif, encore une fois, on n'a pas besoin de demander la permission. Voilà. Moi, je fais mon CoinJoin, je le diffuse. Si d'autres personnes qui font tourner des nœuds sont pas d'accord, c'est pareil en fait. Ma transaction, elle passe. C'est l'avantage du niveau applicatif aussi. Après, je sais pas, c'est un débat. Vous êtes sûr, vous n'avez pas d'autres questions? J'aime pas trop faire Ouais. des prédictions sur le futur, des choses comme ça. Un petit question qui n'est pas forcément lié à la privacy, mais surtout par rapport à l'utilisation de la mémoire. Je suis en train de regarder mempool.space, il y a un truc qui m'interpelle. C'est-à-dire que si tu regardes l'utilisation de la mémoire, on a une barre de 30 mégas, et puis elle est remplie à 1,10 giga. Enfin, tu vois, elle est toujours, enfin, ce qui est plus du triple que ce qui est autorisé au départ. Est-ce que ça peut poser un problème à long terme pour toi? Parce que tu vois de quoi je parle, la petite barre sur la droite, enfin, le carré sur la droite, euh, je crois que c'est des transactions entrantes. Ouais, les 300 mégas, c'est la limite par défaut dans Bitcoin Core. C'est aussi ce dont on parlait tout à l'heure, dans les paramètres par défaut de Core. Quand vous installez un nœud Bitcoin Core ou un node inbox qui utilise Bitcoin Core comme Ronin Dojo ou Umbrel ou autre, par défaut, si vous ne modifiez pas, vous avez une limite de taille de mempool à 300 mégaoctets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre nœud il va accepter des transactions, ça va s'accumuler, ça va peser un certain poids, et puis après, ça va arriver à 300 mégas, et à partir de 300 mégas, il ne faut plus dépasser ce poids. Donc le nœud, à partir de 300 mégas, il va commencer à prioriser. Et comment il priorise? Les transactions qui offrent le moins de frais dans ces 300 mégas, elles sont virées petit à petit, au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles transactions avec plus de frais qui arrivent. Euh, et comme la plupart des nœuds du réseau laissent cette limite à 300 mégas, c'est de fait en fait une norme sur le réseau. Donc il y a un indicateur qui s'appelle le taux de purge que tu peux voir juste à côté de ta barre sur mempool.space.
il y a le taux de purge qui est noté, et le taux de purge, c'est justement ce taux à partir duquel les nœuds qui sont à 300 mégas, c'est-à-dire l'extrême majorité des nœuds, vont commencer à oublier votre transaction. Donc là, actuellement, je vois, il est à 6,19 sats par V-byte. Ça veut dire que si vous aviez une transaction en attente et qu'elle elle est à 5 sats par V-byte, ben là, a priori, elle a été oubliée par l'extrême majorité des nœuds. Et si elle a vraiment été oubliée, ben en fait, c'est comme si elle était annulée, quoi. Vous pouvez la refaire. Et voilà. Et oui, et pourquoi il est au-dessus d'10 gigas sur mempool.space? Parce que eux, ils ont plus de RAM, et donc ils mesurent un petit peu les transactions qui arrivent et qu'ils ont enregistrées. Pour avoir une idée de l'état du réseau, quoi, de la demande. D'ailleurs, vous pouvez le modifier sur votre nœud si vous voulez, si vous avez si vous avez une machine avec beaucoup de RAM et que vous voulez garder plus de transactions dans votre mempool, vous pouvez le modifier. Le meutez pas trop haut, parce que sinon ça va faire de problèmes. Non, moi, malheureusement, depuis le holding, j'ai cessé d'essayer de faire tourner un nœud. C'est à peu près, c'est sans espoir. J'arrive pas à synchroniser. Il y a beaucoup trop de, enfin, la synchronisation des nœuds est trop lente, donc c'est pas possible. Je suis repassé opérateur de node, mais sur Monero. Bah, ça se fait bien. Moi, j'ai fait un nœud il y a pas si longtemps, là, ça se fait bien. C'est-à-dire que, enfin, à chaque fois, le pattern, c'est toujours le même. 2019-2015, et puis après ça ralentit. Enfin, le téléchargement des blocs, en fait. 2019-2015, le téléchargement des blocs, c'est très très rapide, et puis ça ralentit progressivement. Enfin, tu vois, c'est un peu le livre à la tortue. Ouais, ouais. Oui, oui, mais c'est parce qu'il y a de plus en plus de transactions. Mais ouais, bah après, ça dépend de la machine que tu as. Ça dépend de plein de facteurs différents. Ça dépend. Gamer, disque dur SSD, il n'y a pas de souci. Un nœud même pruné, tu vois, pour te dire à quel point j'ai bien fait les choses. Bah, nœud pruné, c'est pareil. Tu mettras le même temps à synchroniser un nœud pruné, puisque un nœud élagué, il vérifie toutes les transactions et tous les blocs depuis le début. La seule différence, c'est qu'il oublie les plus anciens, en fonction de la limite d'élagage que tu as paramétré. Ouais, j'ai mis 550, la limite la plus basse. Ouais, mais alors, tu me dis que tu as un excellent PC, mais est-ce que tu as fait en sorte que le nœud puisse utiliser bien les ressources du PC, ou tu as laissé les valeurs par défaut J'ai après, je sais pas comment tu as fait. laissé quasiment toutes les valeurs par défaut, juste prune 550, et c'est à peu près tout. Ouais, parce que c'est un Bitcoin Core classique. Ouais, c'est un Bitcoin Core classique version 27. Parce que si tu as beaucoup de RAM, si tu as un PC avec beaucoup de RAM et que tu veux accélérer un peu le processus, en général, c'est la RAM qui bloque. Donc tu peux augmenter la RAM la valeur de la RAM que tu alloues à ton Bitcoin Core sur ton PC. Enfin, si tu peux le faire, si tu n'as pas besoin de cette RAM pour autre chose. Mais ça peut permettre d'augmenter la rapidité. Question RAM, je suis pas mal, j'ai à peu près 8 Go. Par contre, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas vraiment la RAM le problème, c'est vraiment le débit des blocs qui se ralentit. Chaque fois, il se ralentit à partir de 2015. Et au bout de, mi-2015. T'arrives vraiment pas à synchroniser? C'est qu'il y a un souci, hein. Parce que moi, je te dis, j'ai fait une synchronisation là sur un. Pour tout te dire, c'est un Sync Center. Bon, c'est un petit processeur Intel, c'est pas ouf. Bon, j'ai mis 16 Go de RAM. C'est un SSD, et ça s'est fait en, je sais plus, 5-6 jours, quoi, sous Tor. D'accord, ouais, c'est bizarre. Ouais. Après, c'est pas quelque chose que je maîtrise hyper bien, moi, tout ça, tout ce qui est nœud, hardware, tout ça. Mais ouais, c'est bizarre. Non, moi non plus, mais c'est-à-dire que bon, c'est juste, le débit est très, le débit de téléchargement des nouveaux blocs est très très lent. Donc au bout d'un moment, j'ai give up. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais aller me coucher. Ouais, Si vous avez des questions, j'allais. n'hésitez pas hein, à monter. Si vous avez des questions sur ce dont on a parlé, JTXO, CoinJoin, tout ça. Et sinon, on va peut-être arrêter. Hein. Ouais, parce que ça fait Oui. déjà presque 2 heures, surtout avec le bug qu'on a eu là. Vas-y, Cryptomancien. Dernière petite question. C'est quoi le wallet que tu recommanderais le plus pour maîtriser les UTXO?
Enfin, moi, j'utilise Sparrow, mais peut-être qu'il y en a un meilleur. Ouais, Sparrow, c'est le mieux. Enfin, moi personnellement, je préfère Sparrow, Ok. largement. Après, Samurai, si tu as un dojo sur mobile, ça fonctionne encore très bien. Faut avoir un dojo. Euh, et ouais. Après, il y avait Spectre aussi Spectre Wallet que j'avais essayé, qui est pas mal. J'aime moins que Sparrow, mais les options de coin control, il y a l'option de coin control, tu peux mettre les étiquettes. C'est bien aussi pour gérer les UTXO, mais c'est vrai que Sparrow est très très bien. Et après, il y a Liana que j'ai pas encore bien essayé, il faut que je l'essaye. J'imagine aussi qu'ils ont des bonnes options qu'ils ont du coin control, qu'ils ont une option d'étiquetage, tout ça. Ah, il est horriblement compliqué. De quoi? Liana. Ah ouais? Ah ouais, ouais, c'est-à-dire que Quelle enfin, partie? bah, la partie la plus simple, enfin, créer un wallet, on part directement dans les descriptors. Enfin, moi, j'ai rien contre, hein, je bosse dessus en ce moment. Mais enfin, pour le grand public, enfin, partir. Tu vois, les mots-clés, c'est déjà pas. Enfin, la phrase de récupération, c'est déjà pas facile au départ. Alors, la notion de descriptor, là, je crois qu'on va perdre toute l'audience. Ouais, bah, je suis pas sûr. Je pense que ça va quand même dans le bon sens. Parce que, bon, là, franchement, pour avoir aidé un paquet de personnes à récupérer leur samouraï, j'ai vu la limite de garder juste la phrase de récupération. L'avantage des descripteurs, c'est qu'il y a tout, quoi. Il y a tout dedans. Il y a les chemins de dérivation, il y a les types de scripts, il y a s'il y avait multisig, pas multisig. Et c'est tout en un. Alors oui, c'est une suite qui est compliquée, qui est pas jolie quand on connaît pas. Mais bon, pour un utilisateur, voilà, on lui dit, ben voilà, tu fais ça, tu le sauvegardes à plusieurs endroits, il te le faut absolument pour récupérer ton portefeuille. Ça pose pas de problème de sécurité, mais uniquement un problème de confidentialité. Euh, Moi, je trouve que ça peut être une bonne idée, voilà, de dire, ben, maintenant, quand vous sauvegardez votre portefeuille, il faut phrase de récupération plus descriptor. Euh, Surtout, après, bon, dans tous les cas, comme c'est des multisigs, tout ça, il y a plus de besoins en termes de récupération. Mais bon, c'est vrai que tout ce qui est chemin de dérivation, tout ce qui est type de script, c'est pas forcément plus simple, hein. Là, je l'ai vu. Voilà. C'est sûr, c'est plus simple de dire aux gens, gardez juste votre phrase de récupération, mais c'est pas toujours suffisant. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer là. Ça fait plus de 2 heures maintenant qu'on a lancé le space. Donc, merci beaucoup à Loïc d'être venu encore une fois. J'aurais aimé encore parler pendant des heures, mais là, ça va être beaucoup trop long. Et Bah, une donc, autre fois, sûrement, avec plaisir. Bah, ouais, sûrement, merci beaucoup à toi, Marius, d'avoir hébergé. C'était pas facile de m'avoir posé des questions. Merci aussi, Cryptomancien, pour toutes tes questions. Puis merci de nous avoir écoutés ce soir. ouais, bah, merci beaucoup. Et sûrement que je ferai d'autres trucs dans le genre sur les coins jeunes, parce que c'est un sujet très intéressant et j'aimerais beaucoup approfondir, même par moi-même. Donc voilà, je vous ai épinglé un lien avec, enfin un tweet avec tous les liens pour suivre Loïc sur son site, sa formation qu'il a fait sur Plan B Network, ses articles sur Bitstack. Je vous partage aussi, je vous épingle un autre lien avec là où vous pouvez retrouver les replays de cette émission. Il n'y a que le premier épisode pour l'instant. Il y aura les prochains pas à l'avenir. Et surtout, rendez-vous sur le Discord. Donc, pareil, il y a le lien dans le truc, dans le truc, voyons, dans la publication que je viens de mettre. Rendez-vous sur Discord. Juste écrivez UTXO en minuscule dans n'importe quel chat et ça vous donnera accès à un, un chat privé dédié à l'émission pour parler de Bitcoin entre geeks ou entre convaincus, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup Loïc encore une fois. Merci à tous d'être venus, d'avoir écouté jusqu'au bout. Et bonne nuit à tous. On se retrouve Merci la semaine beaucoup à toi, prochaine. Marius. Et bravo pour l'initiative. C'est cool de faire des spaces techniques comme ça sur Bitcoin. Ça fait plaisir. Ouais, Et bah, bonne soirée j'aimerais à aller tous. beaucoup plus technique, mais ce sera pour une prochaine fois. Bon, on est déjà allé pas mal technique là. Mais ouais, 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 je on pense pourra. que ouais, ça va. Bah, merci beaucoup encore une fois et à une prochaine. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.